Bonjour à toutes et à tous, c'est Adam Fourage de l'équipe d'Infoscope et aujourd'hui, pour changer, je suis accompagné de Benoît. Ça va Salut Benoît? Adam, ça va bien et toi? Oui, ça va, merci beaucoup. Et donc non, et pour changer, ne change pas finalement. Mais pour changer, nous avons un nouvel intervenant qui ne vient pas d'Angers pour une fois. Voilà, il faut pouvoir le noter. On accueille avec nous Thomas Porte. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas Porte qui est auteur du livre Au cœur de la haine. Aux éditions, je ne sais pas, excuse-moi, j'ai pas révisé, mais Arcane, Arcane 17. voilà, aux éditions Arcane 17. Heureusement qu'il y a l'auteur du livre avec nous pour nous rattraper. Décrit dans sa quatrième de couverture comme un des visages de la lutte cheminote au printemps 2018, même s'il ne travaille plus à la SNCF, mais il nous le présentera plus en détail un peu son parcours, voilà. Nous l'avons contacté car l'affaire qu'il va nous présenter, c'est celle où il a qualifié génération identitaire de néo-nazis. Il a connu des suites judiciaires, Thomas, la conclusion s'est retrouvée positive. Tu as gagné si je ne m'abuse. C'est ça. Ça connaît forcément une singulière résonance avec l'actualité angevine. Je sais pas si tu es au courant. Ben, tu vas nous présenter un peu plus le contenu, mais ça y est, c'est officiel. Le président de la République a dissous l'Alvarium. Il y a Gérald Darmanin qui a contacté, qui a précisé tout ça sur un tweet. C'est marrant quand même de faire des tweets pour annoncer des trucs aussi importants. Ben, est-ce que tu peux nous présenter un peu vite fait le contenu de ce tweet et de la décision gouvernementale de la dissolution de l'Alvarium? Oui, alors plus précisément sur le décret officiel qui est signé par le président de la République, qui a dissous l'Alvarium, qui est donc une organisation de la mouvance ultra-droite euh, proche du fascisme sur Angers. Ce décret officiel considère que les propos et les publications de l'Alvarium alimentent un discours de haine assumé, construit sur un amalgame entre d'une part immigration, français d'origine étrangère et musulmans, et d'autre part violence et terrorisme, incitant à la discrimination ou à la violence envers des personnes en raison de leur origine ou de leur religion, et contribuant à attiser les antagonismes au sein de la communauté nationale, ainsi que des passages à l'acte violent. Et effectivement, il y a eu plusieurs passages à l'acte violent, notamment contre des militants de gauche ou contre des gens qui étaient, selon eux, leurs ennemis. Voilà, donc cette association vient d'être dissoute. Ça a été décidé le mercredi 17 novembre, donc il y a quelques jours en Conseil des ministres. Et ça fait suite à une campagne de la gauche locale et du PCF, de la section d'Angers en particulier, sur la dissolution de l'Alvarium qui était réclamée par la gauche, quoi. Mm. Ouais, on avait fait nos deux streams précédemment, où on avait justement interviewé des représentants de la section d'Angers du Parti communiste français, donc la secrétaire de section Christine Fourage, qui n'est qu'un homonyme avec Adam Fourage, je le rappelle pour la 65e fois de suite, avec Félix Mercier, qui est le secrétaire à l'organisation de la section d'Angers. On a suivi en fait l'actualité à ce moment-là au fil, et maintenant que la décision est officielle, ça semblait logique de vouloir un peu parler de tout ça et surtout de tracer des perspectives, parce qu'en fait on se rend bien compte, et c'est ce qu'on expliquait déjà les dernières fois, que tout ça, cette victoire, malgré le fait que ce soit une vraie victoire, ce n'est qu'un point d'étape, puisque on le Mm. sait, ces gens-là sont barges, quoi, tout simplement, et ils sont capables de se reconstituer quand ils veulent. Mais avant d'aller dans le fond du sujet, vous le savez, c'est la rubrique Infosport, et pour une fois, dans Infosport, on va parler de musique. Parce qu'il y a eu le nouvel album d'Orelsan. Mais avant de parler du nouvel album d'Orelsan, on va quand même parler de sport, hein, il faut bien. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne l'ont pas vu sur cette terre, mais l'équipe de France a gagné contre la Nouvelle-Zélande quand même, hein. 40-25. Un match dominé de la tête et des épaules par les hommes de Fabien Galtier. Thomas, moi, on m'a dit que tu étais rugby man, ex-rugby man, rugby fil en tout cas. Est-ce que tu penses que l'équipe de France est d'ores et déjà favorite pour le prochain mondial, en France qui plus est?
Je sais pas si elle est favorite, mais la prestation qu'ils ont livrée hier face à la Nouvelle-Zélande, elle était majuscule, elle était extrêmement complète en termes de jeu. Bon, après, il faut aussi prendre en compte que les Néo-Zélandais, comme toutes les nations de l'hémisphère sud, sont en fin de tournée, donc Oui, ça c'est vrai. sont ultra fatigués avec un effectif qui était certes pas celui escompté, mais en tout cas, la France crée les conditions pour être une des nations favorites de la prochaine Coupe du Monde, qui va d'ailleurs se dérouler en France. Donc, c'est des bons signes à quelques mois, quelques années de cet événement important pour l'équipe de France de rugby, pour celles et ceux qui suivent la France au rugby au quotidien et qui, je crois, hier ont été enchantés par ce match, quoi. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, Benoît, si on fait énormément d'argent pour le troisième épisode de la série, je t'emmène voir un match au Stade de France. Je t'emmène voir la finale de la Coupe du Monde. Avec plaisir. Moi, j'ai pas grand-chose à dire puisque je suis pas du tout un spécialiste de rugby. Je m'intéresse un petit peu plus au football. Maintenant, je me souviens qu'en 2007, c'était mon premier, la première organisation dans laquelle je me suis engagé, c'est l'UNEF. Et le premier temps national qu'on a eu à l'UNEF, c'était en 2007, en ce qui me concerne. Et il y avait la victoire de la France contre la Nouvelle-Zélande à domicile, hein, à la maison, en pleine Coupe du Monde. Et on avait vu ça sur un écran géant. Et il y avait une ferveur quand même assez incroyable. Et ça démontrait une capacité de solidarité, de collectif qui faisait beau. Enfin, c'était beau à voir, quoi. C'est vrai que c'était un beau moment. Moi, j'étais en train de le regarder dans ma piole de gamin parce que voilà, j'ai 20 ans de moins que toi, mais mais effectivement, c'est vrai que c'était un très très beau moment. D'ailleurs, les Néo-Zélandais et les Français vont se retrouver en phase de poule de la prochaine Coupe du Monde, donc ça va Mm. être intéressant à suivre. Alors, comme je disais, Ça sera le match d'ouverture, hein. ouais, oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc là, ça va être pareil, du rugby de gala, on l'espère. Bon, là, il y a encore une saison et demie, hein, donc voilà, hein, du calme. Il y a un 6 nations qui doit se suivre. L'équipe de France, je pense qu'elle a besoin aussi d'être, et on s'arrêtera là, mais elle a besoin de résultats maintenant. Elle n'a pas gagné encore un seul trophée, elle n'a pas gagné le 6 nations. On demande le grand chelem, forcément, avec le talent de cette équipe, mais déjà gagner le 6 nations, il faudrait. Ce serait le point d'étape d'après, je pense. Parce que gagner une Coupe du Monde, c'est quand même lent et compliqué. Et puis le chemin est encore très très long. Alors comme j'avais dit et comme j'avais promis, voilà, j'allais parler quand même du dernier album d'Orelsan qui est... Bon, ok, j'avoue, je l'ai adoré, moi, cet album. Donc, forcément, j'ai dit à Benoît, on va en parler. Je suis désolé, mais on n'a pas trop le choix, quoi, tu vois. Juste avant le stream, d'ailleurs, j'étais en train de regarder un autre stream sur. On classe les meilleurs sons d'Orelsan depuis le début de sa carrière. Donc, voilà, j'en suis rendu à cette étape, à cet état-là. Au-delà de cette question, c'est que, bon, voilà, c'est un artiste là qui a. Il a réalisé quand même un score assez incroyable. Il est disque d'or en physique avant même la sortie. Et surtout en physique, quoi. Alors qu'aujourd'hui, bah, depuis la crise du CD, dont lui-même a été d'ailleurs un des témoins de passage, parce qu'il a été l'un des premiers à avoir réussi sur justement le streaming à l'époque avec MySpace. Euh, et bah aujourd'hui, il est devenu disque d'or rien qu'avec des ventes physiques de CD. Et donc, moi, j'ai envie de me poser la question, Benoît. Je sais que tu adores le dernier album d'Orelsan, Civilisation. Est-ce qu'on tient là notre nouveau Johnny Hallyday? Alors, je sens un peu d'ironie, Adam, puisque je te l'ai dit en off, je l'ai pas écouté cet Ah, album. ça va, eh oh. Donc, mais nouveau Johnny Hallyday, je pense que c'est des époques différentes, c'est des genres musicaux différents. Orelsan aujourd'hui, c'est quand même un parolier de qualité, hein, et je pense qu'il se bonifie avec le temps. Pour tout dire, moi, j'étais pas un grand fan à ses débuts, et les derniers sons que j'ai écoutés, dont l'odeur de l'essence, me semble quand même avoir passé un bon cap en termes de qualité d'écriture. Maintenant, nouveau Johnny Hallyday, non, je m'aventurerai pas sur cette piste glissante où tu veux m'emmener, Adam. Thomas, tu l'as écouté au moins l'odeur de l'essence, je sais pas, Ouais, une petite réaction? ouais, j'ai écouté l'odeur de l'essence et j'ai écouté Manifeste, Oui. qui est une des chansons de cet album et qui trouve une résonance très particulière. Donc, je pense que s'il est aussi écouté, c'est qu'il est en prise avec la société dans laquelle on évolue aujourd'hui et que ses paroles, elles résonnent pour un certain nombre de personnes. Quand on écoute la chanson Manifeste, où il raconte, en fait, il raconte qu'il va dans une manif, le déroulement de la manif, comment après il parle d'un tweet de quelqu'un qui est exploité par les médias, qui est repris par la fachosphère et qui devient en fait un hashtag raciste.
bah, quand on écoute ses paroles, on se dit qu'on des fois on vit ça un peu tous les week-ends dans les manifs parisiennes. Donc c'est vraiment une chanson qui est en prise avec le contexte actuel. Et je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est avec le temps, avec l'âge, il s'améliore. Donc c'est intéressant et puis c'est plaisant à écouter pour ma part. Ouais, je suis assez d'accord. Après, en plus, on verra. Pour ma part, moi, je vous invite à écouter sa chanson d'amour Athéna, qui est vraiment, vraiment très, très, très belle. Et aussi son featuring avec Gringe, où il reforme les fameux casseurs flotteurs dans Casseurs flotteurs Infinity. Voilà, pour ceux qui suivent. Bon, je pense qu'on fera pas plus de promo parce que tout le monde a déjà fait la promo d'Orelsan, mais c'est vrai que, en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est pour ça que je parlais du nouveau Johnny Hallyday, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un album qui soit aussi fédérateur, quoi, en fait. Et là, je trouve que on est arrivé à un stade dans sa carrière. Il est arrivé à un stade dans sa carrière et il a réussi un pari, c'est d'être un chanteur fédérateur. Ce qui bah, aujourd'hui on le sait, hein, dans le marché de la musique forcément de plus en plus avec la concurrence, bah, il y a des camps qui se créent machin, etc. Bien que je sois un amateur de Booba, par exemple, la stratégie marketing de Booba, c'est pas quelque chose auquel moi ça me parle. Et Orelsan, lui, bah, il essaye de parler, voilà, et il est en prise avec la réalité. Moi je suis assez d'accord avec ça. Et voilà. Benoît, je te laisse partir faire mener l'interview du coup avec Thomas, quoi. Maintenant que la parenthèse Ok. Infosport est terminée. Alors, oui, donc on va, comme convenu avec Thomas, euh, commencer cet entretien. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Présenter ton parcours, qui tu es, et puis comment tu t'es fait connaître de la fachosphère finalement. Moi, je pense que j'aurais préféré pas me faire connaître de la fachosphère, mais moi, pour ce qui me concerne, j'ai adhéré très tôt au Parti communiste français, puisque j'ai grandi dans ce milieu-là, et mon grand-père était membre du Parti communiste français, mon père était membre du Parti communiste français à la CGT cheminot, et j'ai suivi un peu le même parcours, parce que je suis aussi rentré à la SNCF en 2010, et très rapidement, j'ai pris des responsabilités syndicales à la CGT, qui était évidemment pour moi le syndicat dans lequel je me reconnaissais. Et pour aller vite, en 2018 est arrivée l'affaire avec Génération Identitaire, où ils ont fait une espèce d'opération au col de l'échelle, on va y revenir après, et où j'ai pris position contre ça. Et donc ça a déclenché un certain nombre de réactions, et notamment judiciaires. Et même si je menais avant la bataille contre l'extrême droite, c'est à partir de ce moment-là où j'ai pris la dimension de ce combat-là et où j'en ai fait un de mes chevals de bataille. Mais entre-temps, j'ai quitté la SNCF, je suis en disponibilité aujourd'hui. J'ai exercé la fonction de. J'étais au cabinet du maire de Champigny-sur-Marne. Et aujourd'hui, je suis président de l'Observatoire national de l'extrême droite et je suis directeur d'une association qui s'appelle la Confédération nationale du logement, qui a été créée par des femmes en 1916, juste après la guerre, puisque déjà à l'époque, elles demandaient un moratoire sur les loyers parce que les loyers étaient trop chers. Donc on parlait de prise avec l'actualité. Je crois que c'est encore aujourd'hui le cas. Et c'est une asso qui défend les habitantes et les locataires, qui se bat pour un service public du logement, qui se bat contre la spéculation immobilière, pour le permis de louer, pour l'encadrement des loyers. En fait, pour que chacune et chacun puisse aujourd'hui avoir un toit dans ce pays, ce qui est malheureusement pas le cas, alors qu'il y a des textes constitutionnels qui le garantissent. Donc voilà un peu mon parcours militant et professionnel. Donc, tu as un passif avec Génération Identitaire. Est-ce que tu peux nous résumer l'affaire euh, en prenant le temps qu'il faudra d'ailleurs? Ouais. En avril 2018, Génération Identitaire, qui était à l'époque un groupuscule qui n'était pas particulièrement connu du grand public, se révèle avec l'opération au col de l'échelle, donc dans les Alpes. Ils font une opération, ce qu'ils appellent Defend Europe, avec plusieurs organisations d'extrême droite européenne de jeunesse. Et ils occupent le col de l'échelle avec deux hélicoptères et des grosses banderoles pour dire stop à l'immigration, en fait. Et ils appellent à arrêter les migrants, et ils veulent les dénoncer pour les livrer à la police. Et à ce moment-là, moi, quand je vois cette opération, qui ni plus ni moins, qui est une opération, d'ailleurs, Génération Identitaire a été dissous pour ces actions-là après, était une opération de haine et de discrimination en raison de l'origine de ces personnes-là, puisqu'on ciblait les migrants et en fonction de leur religion et de leur couleur de peau. Et quand on est membre d'une famille comme le Parti communiste français, au regard de l'histoire de notre parti, de la tradition dans laquelle on a évolué, ce genre de méthode, elle rappelle des heures qui sont pour nous sombres. Moi, à l'époque, j'étais à Montauban. J'habitais à Montauban et je travaillais à la SNCF à Montauban. Et à quelques kilomètres de Montauban, on a aussi un camp
où des gens ont été arrêtés et parqués parce qu'ils avaient fui à l'époque l'Espagne franquiste. Donc tout ça était pour moi absolument dégueulasse et j'ai fait un tweet où je les ai qualifiés de néo-nazis. Bon. Moi j'ai fait un tweet à cette époque de responsable politique où j'ai pris position sur une opération. Et pour moi, c'était le matin à 9h, j'y réagis. Bon, ben, c'était ma réaction de responsable politique sur ce sujet-là. Et j'ai continué, j'ai envie de dire, mon activité, puisque au même moment, en 2018, nous étions en pleine grève des cheminots contre la réforme du ferroviaire. Où on a fait quasiment 45 jours de grève. Donc, bon, moi, j'ai vite rebasculé dans mon quotidien de militant syndical. Bon, mais tout ça s'est passé. J'ai pas eu de retour particulier sur mon tweet. Bon, j'ai vu qu'il avait été repris par un certain nombre de médias, que bon, il y avait des réactions, mais bon, ça fait partie du débat politique. J'avais pas de souci là-dessus. Et quelques semaines après, quelques mois après, au mois d'août, j'ai un huissier qui contacte la Fédération du Parti communiste du Tarn-et-Garonne, parce que Génération Identitaire avait été incapable de me domicilier. Et donc, il passe par la fédération et un huissier appelle en disant ben, on a un acte de justice à remettre à Monsieur Porte. Bon. Moi, première réaction, je pense que c'est la SNCF qui essayait suite à l'occupation des voies ou quelques faits syndicaux, de nous mettre un peu des bâtons dans les roues, puisqu'on en a l'habitude. Mais bon, rapidement, j'appelle. Donc, je dis de quoi il s'agit. La personne me dit je ne peux pas vous dire, il faut que vous vous rendiez à l'office. Donc, je vais à l'office à Montauban, récupérer mon acte de justice. Et donc là, je découvre que Génération Identitaire m'assigne en justice pour injure publique pour les avoir traités de néo-nazis. Et ils remettent un deuxième tweet dessus où je fais le parallèle avec le régime de Vichy, les Juifs. Enfin, je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai dit. J'avais même oublié qu'il y avait eu ce deuxième tweet lors de mon procès. Et donc là, je me rends compte que j'ai une procédure judiciaire. Donc, la première réaction, c'est un peu la stupéfaction, puisque c'est jamais quand même anodin d'être assigné en justice, y compris par ces groupes-là. Il faut pas. Ce serait faux de dire que j'ai pris ça à la légère et que ça m'a pas mis un coup sur la tête, puisque voilà, c'est la première fois que j'avais un souci avec la justice, quel qu'il soit dans ce pays. Donc, et puis quand on voit tribunal judiciaire de Paris, enfin, on se dit toujours, voilà, ça fait un peu réfléchir. Pour tout vous dire, la première réaction de ma maman a été de dire, mais tu vas pas aller en prison. Donc je lui ai dit non, je pense pas quand même, il y a quand même certaines choses qui peuvent arriver, mais pas tout. Et donc on s'est réunis à plusieurs, donc mes amis proches et mes soutiens politiques, pour dire qu'est-ce qu'on fait de cette affaire. Donc très rapidement, on a fait le choix d'en faire une bataille politique, puisque j'assumais ce que j'avais dit et je considérais que c'était à juste titre que j'avais réagi et que c'était pas une injure publique, c'était une qualification politique dans un contexte très particulier. Et j'ai fait le choix d'écrire un livre, donc vous l'avez rappelé au début, qui s'appelle Au cœur de la haine, où j'ai pendant 6 mois fait un micro-tour de France des endroits où l'extrême droite est implantée, soit politiquement, soit par des groupuscules comme ce que vous avez connu vous dans votre ville. Donc j'ai été dans les Alpes-Maritimes, j'ai été à Lyon, où c'est un cœur vraiment, on en reparlera tout à l'heure, de l'implantation de l'extrême droite de ces groupuscules, mais qui ne fait pas de score aux élections. J'ai été à Hénin-Beaumont et évidemment à Hayange, qui sont aujourd'hui deux municipalités qui sont sous les couleurs du Rassemblement national et qui sont des vrais symboles, puisque des terres de gauche qui ont basculé, dont un des deux maires est un ancien syndicaliste CGT quand même, notamment à Hayange. J'ai souhaité me déplacer dans la Sarthe, ou département rural où l'extrême droite n'existait pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle est très implantée, et puis il y a des filiations avec la droite identitaire de François Fillon. Enfin voilà, le département de la Sarthe est le premier département de France en termes de bus qui partait pour aller à Paris pendant le Manif pour tous. C'était là où il y avait le plus de militants qui montaient dans les bus, donc on voit bien les implantations qu'il y avait. Et donc j'ai fait le choix d'écrire ce livre-là pour dire voilà quel est le quotidien des gens qui vivent dans des territoires où l'extrême droite est implantée, où elle est violente, où elle menace des gens. Parce que moi, effectivement, je vivais dans le sud-ouest de la France, à Montauban ou Agen, où habitent mes parents. Bon, l'extrême droite fait des gros scores aux élections européennes et nationales. Locales, pas trop. Il n'y a pas trop de groupuscules. Enfin, c'est pas la même réalité. Si vous voulez, moi, je me suis jamais senti menacé par des groupuscules dans ma vie, quoi. Mais là, j'ai rencontré des gens et j'ai voulu qu'ils témoignent de leur expérience pour montrer ce qu'était aujourd'hui l'extrême droite dans ce pays, les liens avec le Front National à l'époque et le Rassemblement National avec tous ces groupuscules-là. Et donc, ce livre, il s'appelle Au cœur de la haine, il décrit un peu ça. Et à la fin, je parle aussi de 2 ou 3 pays européens, puisqu'il y a des résonances en Europe. On en parlera avec votre groupuscule à Angers qui avait des liens avec d'autres organisations implantées en Europe. Et à la fin, je dis pas ce qu'il faut faire, parce que je pense qu'on n'a pas c'est quand même très difficile, mais je livre 2-3 pistes. Donc voilà ce qui m'est arrivé avec Génération Identitaire. Le procès, lui, s'est déroulé. Ma première audience a eu lieu le 31 janvier 2020, de mémoire.
donc en pleine grève et mobilisation contre la réforme des retraites et grève des avocats. Donc évidemment, mon avocat était en grève et la justice avait été totalement en stand-by. Donc ça a été renvoyé en septembre 2021. Donc j'ai eu l'audience au début du mois de septembre et le jugement est tombé il y a, je sais plus maintenant, il y a quasiment 15 jours. Et donc le tribunal, on était quatre, et il y avait quatre personnes qui étaient jugées le même jour pour des faits à peu près similaires, hein, pour avoir qualifié génération identitaire de néo-nazi, de nazi, de fasciste, enfin à peu près le même jour. Sur quatre, on est trois à avoir été relaxés. Donc la justice a tranché en notre faveur. Et donc c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a aussi dans ces procédures qui sont menées contre, parce qu'aujourd'hui c'était moi, mais c'est arrivé à plein d'autres personnes, et il y a une volonté aussi d'instrumentaliser et d'utiliser la justice pour faire taire les gens et pour empêcher toute forme de contestation et de qualifier ceux dont ces gens se représentent et de ne pas les dénoncer. Parce que moi, j'étais déjà un responsable politique, donc j'ai été beaucoup entouré, j'ai eu des soutiens, j'ai eu une éditrice qui était Marie-Pierre Vieux, qui est une ancienne députée européenne communiste, qui m'a fait confiance, qui m'a accompagné sur l'écriture du livre. J'ai eu de l'argent qui est arrivé pour payer les frais de justice, parce qu'il y a aussi cette question financière. Enfin, bon, j'ai pas eu de, ça n'a pas été, voilà, ça a été facile entre guillemets, puisque j'étais très entouré. Mais si j'avais été seul et que j'avais pas le réseau que j'avais déjà à l'époque, ça aurait été plus difficile, ça m'aurait coûté de l'argent, je sais pas comment j'aurais fait pour me défendre, quel avocat j'aurais pris, tout ça aurait été plus compliqué. Donc je crois que le fait que j'ai gagné et qu'on était plusieurs à gagner, c'est aussi une bonne nouvelle. Et c'est pour dire qu'il faut jamais baisser les bras face à ces gens-là. Et il faut pas, malgré les tentatives, et c'est pourtant quand on prend des procès et des plaintes, c'est difficile, mais je crois qu'il faut pas céder et il faut pas avoir peur des représailles de la justice, parce qu'au final, quand même, on voit que les décisions que la justice rend, en tout cas dans mon cas, elles sont salutaires puisqu'elles ont jugé sur le fond de l'affaire. Je pense qu'après, on va évoquer le fait si la plainte était ou pas recevable. Mais ils ont jugé sur le fond de l'affaire en fait, ils m'ont relaxé sur le fait que je les ai traités de néo-nazis en législation publique. Ils ont considéré que c'était dans le débat politique. Donc, voilà, c'est une bonne nouvelle. Et j'avoue que moi, c'est une satisfaction parce que j'aurais eu du mal à accepter que je sois condamné face à ce groupuscule-là qui a été dissous avec toutes les pratiques et les comportements que ces gens ont au quotidien. Je pense que ce sont eux qui devraient être traduits dans la justice plus souvent qu'ils ne le sont malheureusement. Justement, avant la dissolution de l'Alvarium à Angers, qui est intervenue donc en novembre cette semaine, au printemps dernier, Génération Identitaire a été dissous. Est-ce que la dissolution de cette association a pesé dans la balance? Ça a été un argument pour votre défense? J'ai une question aussi, c'est que toi tu as été relaxé, mais il y a une quatrième personne qui n'a pas été relaxée. Est-ce que c'était pour des faits similaires? La quatrième personne qui n'a pas été relaxée, c'était pour des propos un peu plus, j'ai envie de dire trash, puisque il y avait dans les mots, il y avait un appel, enfin pas un appel au meurtre, mais je crois qu'il y avait un appel en disant il faut des avalanches à ce moment-là. Donc je pense que la justice a peut-être considéré qu'il y avait autre chose. Et surtout, enfin, la quatrième personne, elle s'est pas présentée à son procès. Donc à mon avis, c'est surtout ça qui a. Elle n'est pas venue plaider, ni cette personne-là, ni ses avocats, puisque les autres n'étaient pas présents. J'étais le seul présent pour plaider. Les autres avaient envoyé leur avocat. Donc le fait qu'elle ne soit pas venue, je pense qu'à mon avis, ça a peut-être joué de façon négative sur ça, même si c'est pas normal que cette personne soit condamnée. Sur le fait que l'association soit dissoute, effectivement, le ministère public, lors de l'audience, lui, il a plaidé l'irrecevabilité de la plainte en disant cette association est dissoute, donc elle n'a pas vocation aujourd'hui à ester en justice. Et nous, avec l'avocat, on avait fait le choix de ne pas suivre ça et on avait demandé au tribunal de considérer que la plainte était justifiée et qu'il y ait un jugement sur le fond, parce qu'on ne voulait pas qu'en fait, que la plainte soit annulée en disant bah, ils sont dissous, donc on annule tout ça et puis on passe à autre chose, puisque ça ne réglait pas le problème politique en fait, de l'affaire. C'était ça le sujet. Et en fait, il y a des jurisprudences, et c'est déjà arrivé plusieurs fois par le passé, que des associations dissoutes puissent porter plainte, puisqu'il peut y avoir des affaires financières, il peut y avoir des règlements de frais qui sont toujours engagés par des associations dissoutes avec toujours des responsables. Donc ça, je ne sais pas si ça a joué, mais à mon avis, c'est peut-être pas la dissolution qui a joué dans la décision de la justice, même si elle n'est pas censée prendre les éléments qui sont a posteriori, mais je pense que ça a pesé dans le contexte et vous avez évoqué tout à l'heure ce qu'a dit Gérald Darmanin et ce qu'a dit Emmanuel Macron dans le décret pour dissoudre l'Alvarium. Bon, ben, c'est quasiment presque du copier-coller de ce qui a été dit pour dissoudre Génération Identitaire. Donc je pense que c'est extrêmement clair ce que ces gens-là promeuvent comme idéologie. Donc je pense que ça, dans la décision de justice, c'est surtout ça qui a pesé. Et bon, moi, je le répète encore une fois, c'est important d'avoir des décisions de justice qui sont positives dans ce pays.
Euh, euh, Est-ce que tu as suivi ce qui s'est passé à Angers avec l'Alvarium? Il y a eu donc une campagne de la gauche, comme on l'a rappelé en début d'émission, et en particulier du PCF, pour la dissolution de l'Alvarium. C'est pas la première fois que la gauche réclame, le camp progressiste réclame cette dissolution, mais en tout cas, il y a une pétition qui a été lancée en fin septembre par le PCF et ensuite ça a poussé Christophe Béchu et Gérald Darmanin à prendre position officiellement pour la dissolution qui est donc intervenue ce mercredi. Est-ce que tu connaissais, parce que comme tu l'as dit, tu as fait un tour de France, entre guillemets, un mini tour de France, est-ce que tu avais entendu parler de l'Alvarium et qu'est-ce que tu en savais de cette association? Oui, j'ai suivi l'Alvarium parce qu'aujourd'hui je regarde ce qui se passe un peu partout et tous les groupuscules qui ont tendance à s'implanter localement et à avoir des locaux notamment, puisque avoir un local ça permet d'essaimer autour et d'en créer un peu dans le territoire. Et j'avais suivi l'Alvarium puisque c'était quand même un des endroits un peu visibles de l'extrême droite identitaire et de ces groupuscules-là dans le pays. J'avais vu, chaque fois, il y avait quand même plusieurs actions violentes, notamment sur des militants antifascistes. J'ai vu que dans certaines manifestations progressistes, ils s'en étaient pris au cortège. Et puis bon, quand on travaillait un peu sur ce groupuscule-là, on voit qu'il y avait notamment des liens avec le mouvement Hope Doré en Grèce, qui lui est un mouvement néo-nazi dont les dirigeants ont été condamnés à de la prison ferme pour terrorisme. Il y avait aussi le fait d'occuper un bâtiment, ça se traduit par la transposition du modèle qui a essaimé en Italie, qui s'appelle Casa Pound, qui lui est un mouvement qui se revendique officiellement du néofasciste et qui est sur eux ils appellent ça la réappropriation des lieux citoyens, mais pour les donner à des gens évidemment italiens et blancs. Mais ces générations identitaires, c'était un peu construit comme ça aussi au début, à Lyon, en occupant des locaux. Il y a eu la Bourse du Travail ou un immeuble abandonné un ancien immeuble de l'EDF, je crois, qui avait été occupé comme ça à Lyon, où le slogan c'était ben, il faut loger les SDF, évidemment français, dans ces locaux-là. Donc moi j'avais suivi ce qui se passait à Angers, puisque ça fait partie aujourd'hui malheureusement des groupuscules qui agissent aussi à visage découvert, parce que c'est aussi ça la différence. Il y a quelques années, ces gens-là se cachaient, puisque il y avait quand même un sentiment un peu de honte d'appartenir à ce camp-là, et c'était pas anodin de dire qu'on militait dans ces groupuscules-là. Et puis, quelque part, il y a aussi, depuis des années, bon, il n'y a pas que ce gouvernement-là qui emporte la responsabilité, mais il y a quand même une certaine impunité de ces gens-là à agir, à mener des actions violentes, à tenir des propos qui sont racistes, qui appellent à la délation, qui stigmatisent une partie de la communauté, et évidemment musulmane, qui instrumentalisent l'immigration pour des raisons de haine. Et donc, j'avais évidemment suivi ça, puisque j'ai aussi des camarades qui siègent au conseil municipal de la ville, et qui ont après été aussi candidat régional. J'avais eu des liens j'ai regardé avec Mathieu Orphelin, qui a aussi pris position pour demander la dissolution de ce groupuscule-là. Donc, ouais, c'était un des endroits en France qu'on surveillait, puisqu'en plus, les actions étaient revendiquées, puisqu'elles circulent dans des boucles Telegram, dont une qui s'appelle West Casual, qui est une boucle Telegram qui est référencée, qui référence toutes les actions violente et la communication des groupuscules proches de l'extrême droite identitaire, y compris néo-nazis et fascistes d'Europe. Et en plus, ces gens-là revendiquent leur action, donc ils diffusent eux-mêmes ce qu'ils font, ce qui veut dire qu'il y a quand même un sentiment assumé de mener des actions violentes. Donc évidemment, regardez ça, et je crois que la décision qui a été prise après des mobilisations de la gauche, c'est une bonne nouvelle. On en parlera tout à l'heure, c'est pas la solution miracle pour régler le problème de l'extrême droite, mais je crois que ça participe aussi à ne pas laisser s'implanter ces gens-là. Et à chaque fois qu'ils essayent de se reconstituer, il faut tout faire pour les empêcher, parce que derrière, ça se traduit par des actions violentes, ça se traduit par des propos haineux, ça se traduit par tout ce que vous avez vécu vous au quotidien dans votre ville et qu'on connaît un peu ailleurs, malheureusement aujourd'hui en France. Je me permets de rebondir justement sur la question du logement, puisque comme tu fais partie de la Confédération nationale du logement, certains, et notamment ces groupes d'ultra-droite, ils se mobilisent pour les logements avec une priorité nationale, une préférence nationale, et on a l'impression qu'ils ne parlent des sans-abri ou des mal logés que quand il y a des immigrés qui ont droit à avoir un toit sur la tête. Et donc, comment répondre à ces gens-là? Bah, la priorité, enfin, ce qu'on appelle la préférence nationale d'ailleurs de l'extrême droite, c'est une vieille idée qui a été développée dans les années 80 par un homme qui s'appelle Jean-Yves Le Gallou, hein. Et pour vous dire les liens, quand même, sa femme, elle s'appelle Anne-Laure Blanc et c'est la fille d'un ancien SS. Donc, c'est une grande famille. Et
cette idéologie de la priorité nationale, elle est utilisée par l'extrême droite depuis des années parce qu'il faut aussi constater qu'elle a une certaine prise sur des pans entiers de la société, puisque vous avez parlé du logement, et aujourd'hui, on sait qu'il y a quasiment en France 2,5 millions de personnes qui attendent un logement social. Il y en a 6 millions qui souffrent de mal logement. Selon les chiffres des assos, c'est entre 150 000 et 300 000 SDF. Et, et donc forcément, il y a des gens qui aujourd'hui, on entend parfois en disant, mais eux, ce sont des étrangers, ils arrivent, ils ont un appartement, et nous, on travaille, on n'a rien, quoi. Donc ça, c'est des discours qu'on entend. Et l'extrême droite, elle surfe sur ce discours-là, qui évidemment montre du doigt et cherche à créer des boucs émissaires plutôt qu'à résoudre les problèmes de fond, c'est-à-dire pourquoi il n'y a pas assez de logements, parce qu'on ne construit pas, parce que les collectivités se désengagent et refusent de construire et respecter la loi SRU, parce que l'État ne finance pas le logement social. Et en plus, aujourd'hui, c'est faux. C'est-à-dire qu'en France, il n'y a pas on ne donne pas plus de logements sociaux à des gens qui sont d'origine étrangère. Ça n'existe pas. Il y a des commissions d'attribution, il y a des critères de regroupement de famille, il y a des critères de salaire, il y a des critères de situation, d'attente. Enfin, il y a plein de critères qui sont évalués. Et évidemment, il n'y a pas de critères sur l'origine, sur le fait que ce soit des migrants, que ce soit des réfugiés. Ça n'existe pas. Donc mais sauf que effectivement, on constate aussi dans certains milieux, dans certains endroits où il y a beaucoup d'HLM, une concentration de population d'origine étrangère, une paupérisation. Mais ça, c'est une responsabilité des politiques publiques qui sont menées depuis des années. Et l'extrême droite, elle surfe sur ça et, elle essaye d'utiliser en plus ce thème de priorité nationale pour se faire passer pour un mouvement en plus qui est social et qui prend en compte les plus fragiles, alors que c'est le parti ultra-libéral par excellence, qui ne prend jamais position pour les hausses des salaires, qui ne prend jamais position sur la question des services publics, qui ne prend pas position sur l'écologie, qui n'apporte pas de réponse à ces gens-là. Et en plus, le concept de priorité nationale est un concept qui est illégal, inconstitutionnel et qui n'est pas applicable, d'ailleurs, heureusement, en France. Et il y a d'ailleurs une affaire judiciaire qui est en cours avec plusieurs responsables du Front National, puisqu'ils avaient écrit à l'époque un guide à destination des élus municipaux pour essayer, notamment sur la question de logement, en disant qu'il fallait les réserver à certaines catégories de la population française, tatati, tatata. Et je crois que c'est la Maison des Potes qui a porté cette affaire au tribunal. C'est en cours de jugement, puisque c'est aujourd'hui illégal, mais c'est pas nouveau. Tout à l'heure, je parlais de Casa Pound, les mouvements italiens, et notamment le mouvement de Salvini, tous ces mouvements d'extrême droite, sont aussi sur ça. Ils sont sur une espèce de dimension de créer de réserver en priorité des logements, y compris à l'achat, pour des familles d'origine italienne. Donc il y a toujours ce petit fil de la discrimination qui se met en place et ça fait écho à ce que fait Génération Identitaire, à ce que fait tous les groupuscules d'extrême droite, quand ils se mettent beaucoup en scène, par exemple, sur les maraudes et sur l'aide aux SDF. Sauf qu'en fait, ils aident les SDF blancs, puisqu'ils font des produits, c'est extrêmement cynique. Ils leur donnent à manger, ils font de la soupe avec du cochon, donc évidemment, les musulmans n'en prennent pas. Donc il y a tout ça qui est alimenté. En fait, ce qu'ils font, c'est simplement attiser les haines, surfer sur les divisions et sans réponse aux préoccupations concrètes des habitantes et des habitants, parce qu'ils ne vont pas régler les problèmes, ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas de proposition, à part simplement attiser les haines, ce qui est leur fond de commerce. Alors, moi j'ai une question sur la question de. Je voudrais rebondir sur ce que tu disais sur sur juste avant sur la responsabilité un peu des gouvernements successifs auxquels je souscris. J'ai bien fait attention sur les questions. Est-ce on posait pas ça, mais Christophe Béchu a été relativement silencieux. Donc le maire d'Angers, de la ville d'Angers, a été relativement silencieux. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand je dis relativement, c'est un euphémisme. On est d'accord tous ensemble. Et en fait, il s'est défendu il y a peu. En disant que lui, sa stratégie, c'était moins on en parle, moins ça les rend publics et crédibles. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ce genre de défense, quoi? Il y a toujours ce débat. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas marché, puisqu'ils étaient quand même extrêmement visibles. Donc, Oui. et là le maire est quand même en responsabilité politique. Donc là, ce qu'on lui demande, c'est d'agir. Et je crois qu'on a aussi. Ce qui manque, c'est d'avoir une parole claire, souvent sur ces sujets-là, et des prises de position qui sont puissantes. C'est aussi pour ça, par exemple, à Lyon, que l'extrême droite a beaucoup prospéré pendant des années, puisque Gérard Collomb, quand il était maire de Lyon, n'a pas eu, ou très peu de paroles claires sur l'extrême droite. Il considérait que ça n'existait pas, que plus on en parlait, plus c'était négatif. Donc il a passé sous silence et qu'il y a eu du laisser-faire. Donc je crois que la responsabilité des politiques, j'ai envie de dire, elle est publiquement d'exprimer sur ces sujets-là. Il faut qu'il y ait des paroles qui soient fermes et de condamnation. Tu parlais de la responsabilité des gouvernements, mais
il y a à la fois le silence des gouvernements et de certains responsables politiques qui est évidemment importante dans la montée de ces gens-là, dans la banalisation, dans le fait qu'ils s'implantent de façon quasi systématique dans des villes et sans trop de problèmes, parce qu'on parlera de génération identitaire, mais ils ont été dissous, ils ont changé un peu de nom, ils ont toujours les locaux à Lyon, enfin tout ça continue de façon assez tranquille quand même. Mais il y a aussi effectivement la responsabilité du gouvernement d'Emmanuel Macron qui, depuis le début de son quinquennat, a à la fois repris la rhétorique sur certains sujets de l'extrême droite, et y compris des propositions que l'extrême droite aurait pu tout à fait mettre en place si elle était au pouvoir. Je veux dire, on a quand même eu un président de la République qui a parlé de Pétain, qui a parlé de Maurras, qui appelle Éric Zemmour quand il se fait agresser dans la rue pendant 2 heures pour lui dire toute sa sollicitude, même si je pense qu'agresser Éric Zemmour, c'est pas, il faut pas le faire et c'est pas le sujet, mais quand vous avez d'autres personnes qui se font agresser par l'extrême droite, le président de la République ne prend pas son téléphone. Et on a un ministre de l'Intérieur qui vient nous dire à la télé que Marine Le Pen est trop molle. Dans son livre, il reprend des pans entiers de Napoléon avec des propos antisémites sans que ça fasse beaucoup de sujets. On a la loi sur le séparatisme, on a eu la loi sur asile et immigration, et on a eu presque l'aboutissement avec les mots sur l'islamo-gauchisme à l'université, les attaques contre les enseignants. Enfin, aujourd'hui, on parle de Jean-Michel Blanquer, j'ai écouté encore hier ou avant-hier, est en guerre contre le soi-disant wokisme. On a tout ce climat-là qui reprend des pans entiers des mots de l'extrême droite, et y compris de ses idées des fois. Il participe à ce que ces gens-là, ils se sentent pousser des ailes et ils se disent, ben, ok, on va toujours plus loin parce qu'en fait, ben, les gens qui sont au pouvoir sont d'accord avec nous, donc ben, on va pousser plus loin les feux jusque où on peut. Mais vous savez, le maire Christophe Béchu, c'est pas le seul élu à ne pas avoir de propos très clairs sur l'extrême droite. Je dis pas qu'il y a un souci avec lui sur l'extrême droite, simplement c'est des fois un manque de courage politique et c'est dommage. Il y a quelques semaines, on a eu à Albi une agression de 2 militants syndicaux par un espèce de groupe qui s'appelle on pense que c'est Patria Albigès, donc c'est aussi un groupe d'extrême droite. Et bon, moi, j'ai demandé la dissolution de ce groupe-là parce que c'était pas possible. Et à Albi, la municipalité n'a toujours pas réagi. Et quelques jours après, heureusement, une députée de La République En Marche de la Circo, à elle, a interpellé le gouvernement pour obtenir une dissolution. Donc c'est souvent, c'est les mobilisations populaires, citoyennes, syndicales, associatives qui poussent aussi les responsables politiques à prendre des positions parce que ils sont pas toujours très courageux sur ces sujets-là, il faut aussi le reconnaître, parce qu'il y a des questions de calcul politique, ça peut faire perdre des voix, attention de ne pas braquer certaines personnes. Mais je crois que, au regard du contexte politique et de la période dans laquelle on se trouve aujourd'hui en France et en Europe, on ne peut pas se permettre le luxe de ne pas avoir de paroles claires sur l'extrême droite et sur ces groupuscules-là qui sont des dangers pour la République. J'ai une question supplémentaire. C'est quoi le wokisme? Désolé, j'ai pas Twitter, j'ai pas Instagram, donc je sais pas ce que c'est le wokisme. C'est quoi c'est défini quoi le wokisme? Ouais, c'est une théorie c'est un mot qui est difficilement à traduire, qu'on peut pas trop traduire, qui vient des États-Unis, mais qui dit qu'on s'éveille à toutes les inégalités. Et c'est un concept qui a essaimé un peu aux États-Unis, mais qu'on essaye qui en vérité, c'est comme l'islamo-gauchisme. C'est un peu du fantasme de gouvernement qui ne repose sur rien, qui est utilisé comme un espèce d'avatar pour montrer des gens, pour montrer des gens du doigt. Alors au contraire, le wokisme, c'est aussi s'éveiller à toutes les discriminations, c'est mener des combats sur ce qu'on appelle l'intersectionnalité, où on peut être victime de plusieurs discriminations. Tous ces sujets-là qui sont aujourd'hui en prise avec une majeure partie de la société, mais dont une partie de la classe politique a un logiciel qu'elle regarde avec 40 ans de retard. Donc elle ne voit pas ce qui se passe. Il y a une espèce de crispation alimentée par la droite, l'extrême droite, une partie de la gauche, le printemps républicain. Donc tout ça, il y a une véritable bataille idéologique aujourd'hui, il y a une véritable bataille des idées. Et l'hégémonie culturelle, aujourd'hui, elle est en train de se mener et elle est frontale. Donc c'est aussi ça, pour combattre l'extrême droite, c'est une bataille des idées qu'il faut mener au quotidien. Mais je suis d'accord avec toi, on parle de wokisme, d'islamo-gauchisme, on en parle dans des cercles, j'ai envie de dire, avertis ou dans des réseaux politiques, journalistes, syndicalistes, mais pour la majorité des gens, aujourd'hui, vous allez sur leur terrain, vous leur parlez de wokisme, ils vous regardent, ils vous disent, mais vous parlez de quoi en fait? Ouais, bah ouais. Ouais, bah, c'est Alors même quotidien de s'ils ce sont spectacle. sensibles aux inégalités, Bien sûr. ils se définissent pas comme wokistes ou woke, mais par contre c'est la phraséologie d'extrême droite aujourd'hui qui pose ce genre de mots comme islamo-gauchisme, comme d'autres. Et effectivement, Stampis sur le chat dit que ceux qui en parlent sont ceux de droite, qui est la première fois. Donc bonjour à toi, Stampis d'ailleurs.
Ceux qui en parlent sont ceux de droite, non, peut-être pas quand même, faut pas abuser. J'imagine qu'il dit ça parce que c'est les personnes qui ont un certain... ça existe dans certaines sphères journalistiques, syndicalistes, politiques, des Vous gens qui ont avez des cette gens culture qui culturelle. sont à la pointe de ça. Vous avez Caroline Fourest, Raphaël Enthoven, Gilles Clervrel, tous ces gens qui travaillent, certains ont fondé le Printemps républicain, qui travaillent sur l'espèce de nouvelle revue qu'ils ont sortie, là, qui s'appelle Franc-Tireur, qui est coordonnée par, où on retrouve aussi Alain Finkielkraut, je crois, qui écrit dedans. Enfin, D'accord. voilà, donc tous ces gens-là, d'ailleurs, il y a un très beau livre qui a été écrit par j'ai oublié son nom, par une enseignante de Paris, qui a écrit Comment sommes-nous devenus réac? Et où elle explique justement qu'il y a eu un basculement de l'hégémonie culturelle dans les années 60 sur la haine de mai 68, sur cette espèce de crispation de l'identité culturelle, et que quelque part à l'époque il y avait une hégémonie culturelle de gauche quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, ce qui a permis d'avoir de nombreuses conquêtes sociales, et que depuis l'hégémonie culturelle de droite, inspirée de ce que préconisait Gramsci à l'époque, elle a aujourd'hui pris une part très importante, et elle est quasiment dominante dans la société. Donc il y a une vraie bataille à mener contre ces gens-là, qui sont dans une guerre idéologique contre tout ce qui touche au progressisme, qui sont des réacs, puisqu'ils pensent que la France était mieux avant, que tout était mieux avant, et ils vivent avec des lubies, un sentiment d'être menacés par ce qu'on a appelé la théorie du grand remplacement, par toutes ces choses-là, qui n'existent pas en réalité, qui sont des choses qui sont créées de toutes pièces, et qui sont mis au service d'une bataille derrière idéologique très forte pour mener en plus des réformes qui sont contre-démocratiques, contre-républicaines, et qui sont réactionnaires et ultra-libérales. Je crois que Stampy, c'est Effectivement, d'accord avec toi, ouais. Pardon, excuse-moi. effectivement, il y a un glissement avec une droitisation des idées, une droitisation de l'idéologie dominante en France. On va en parler de manière plus franche dans les prochaines questions, mais vas-y, je t'en prie. Et Je branche mon ordi, pardon. pas de souci, pas de souci. Et pour rester sur les groupuscules qu'on peut qualifier de fascistes ou de néo-nazis, pourquoi doit-on qualifier ces groupuscules de fascistes ou de néo-nazis? Ou du moins, pourquoi doit-on pouvoir les qualifier ainsi? Comme tu l'as fait, et en quoi c'est important de montrer cette Ouais, ouais, c'est important de mettre des mots sur les choses. Euh, mais parce que c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Par exemple, pour votre groupuscule angevin, il y a, et c'est écrit dans l'arrêté de Gérald Darmanin, des liens et des échanges avec des groupuscules qui se revendiquent et qui se disent néo-nazis. Donc, dans Aube dorée en Grèce, je l'ai dit, Casapande, je crois que le groupuscule angevin Altrium a participé en 2020 à une espèce de grande messe qui est organisée par l'Iliade, qui est un groupuscule d'extrême droite qui agit à Paris, qui était à la Maison de la Chimie, et où on parlait à l'époque, à ce colloque en septembre 2020, on parlait de supériorité d'identité européenne et de la race blanche. Donc il y a, donc, il y a un sujet sur ce qu'est... Ces gens-là, ils promeuvent une idéologie de haine et en raison de la race des gens. Donc c'est ça qui est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, quand Génération Identitaire a été dissous, c'est sur ce motif-là. Et, euh, et d'ailleurs, la dernière affaire qui a concerné Génération Identitaire, sur laquelle ils ont été, où un responsable a été condamné à de la prison, et Thaïs Descuffon, la porte-parole, a été condamnée à de la prison avec sursis. C'était quand ils ont mené une opération du même niveau que celle des Alpes. Ils l'ont menée à la frontière espagnole, tout au-dessus de Tarbes. Et là, le procureur de la République avait aussi ouvert des enquêtes pour des violences en raison de la race. Donc, il y a aussi une espèce d'organisation paramilitaire où on se prépare, où on s'arme et on se prépare à passer à l'action. On a quand même eu, il y a quelques jours, des révélations. On a un groupuscule qui s'appelle Famille Gallican où ils s'entraînent à tirer sur des cibles racistes et antisémites dans une forêt. On a sur une boucle Telegram qui s'appelle Les Vilains Fachos, on a la diffusion de cibles avec la tête de journalistes comme Tahabouas et Mathieu Mollard. On a Jean-Luc Mélenchon, Daniel Bono. On a effectivement, et on avait Anna Frank qui était aussi ciblée dans ces gens-là. Donc, ils ont une idéologie qui est à la fois violente, meurtrière, une organisation de gens armés sur une théorie de discrimination et de haine raciale, en fait, puisqu'ils considèrent qu'il faut préserver les racines judéo-chrétiennes, que la France est un pays avec une race blanche et que chacun doit rester chez soi. Donc, il y a une discrimination en raison de la race qui faisait ce que les néo-nazis faisaient à l'époque et qui n'était pas sur les musulmans. C'était
il ciblait sur la question juive, et pas que d'ailleurs. Donc tout ça résonne assez fort. Donc on voit que ces gens-là sont des gens qui sont dangereux, qui sont violents et qui sont des promoteurs de la haine en raison de la race. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a des parallèles très forts avec d'autres mouvements de l'histoire et qu'il faut pas laisser passer. Non, ce sont pas des gens qui se battent pour la France, ce sont pas des gens qui sont des nationalistes, entre guillemets, comme ils aiment à se qualifier, ou des défenseurs de la patrie française. Ce sont des gens qui sont dangereux, qui ont une idéologie de haine, une idéologie violente, et il faut pouvoir le dire. Donc c'est une bonne nouvelle que j'ai été relaxé là-dessus, et il faut pouvoir continuer à le mener, même si vous remarquez que j'ai pas utilisé les mêmes termes ce soir que j'ai utilisé contre eux, parce que on peut encore avoir des actions judiciaires, c'est leur facilité, c'est-à-dire comme ils ont aussi beaucoup d'argent, on parlera tout à l'heure peut-être des liens financiers, ils ont les moyens de poursuivre en justice des gens, mais voilà, c'est des gens, enfin, vous savez, quand vous revendiquez de la thèse du grand remplacement, qui a été théorisée par Renaud Camus et dont certains terroristes ont utilisé pour tuer, pour faire des tueries de masse. Quand vous soutenez des candidats comme Éric Zemmour, qui a été condamné à des propos racistes, et qui presque viennent nous réhabiliter Pétain, Vichy, en disant que c'était la meilleure solution pour sauver les Juifs de France, bon, on voit où c'est que tout ça va venir. Et à l'affiliation, il ne faudra jamais oublier que le parti originel de tout ça, c'est le Front National, qui a été créé, dont les statuts ont été déposés en préfecture par un homme qui a été un SS, qui a combattu dans une division SS, qui a combattu jusqu'au front russe. Donc, et on voit dans tous ces groupuscules-là des gens qui sont condamnés. On a eu le Bastion social, on a le GUD, on a vu ce week-end ce qui s'est passé avec la manif à Paris, avec le groupuscule identitaire féminin Némésis, où il y avait le syndicat études en extrême droite, la cocarde, on voit des responsables qui s'en prennent à des manifestantes de ceinture. Donc on voit qu'il y a une véritable tension et il y a une volonté de passer à l'action qui est extrêmement dangereuse. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des gens qui s'arment et qui se préparent à passer à l'action. Donc il faut aussi il faut dire ça, ce sont des idéologies qui sont des idéologies de violentes, de meurtre, et qui sont des idéologies de haine. Ça fait le lien avec la prochaine question. Doit-on s'inquiéter d'une réaction de leur part après la dissolution de ces associations? C'est une décision administrative, même si elle est prise par le sommet de l'État. Quelle pourrait être la réaction de leur part? Et que faire pour éviter l'émergence sous une nouvelle forme de ces militants, sous une nouvelle forme d'organisation finalement? Mais ça, c'est très difficile, puisqu'effectivement, c'est une décision administrative, donc ils ferment les locaux, puisque aujourd'hui, on ne peut pas interdire des gens, sauf s'ils tiennent ouvertement des propos néo-nazis, qui font des saluts nazis, etc., etc. On peut avoir des mesures très fortes, mais on peut pas. C'est compliqué aujourd'hui de fermer un local parce qu'ils se disent identitaires, qui font de la boxe, qui sont sur les traditions françaises, qui font des conférences, y compris sur Maurras, tout ça. Donc effectivement, il y a des dissolutions administratives, il y a des dissolutions comme ça a été prononcé pour le groupe Angers, pour Génération Identitaire. Génération Identitaire est lui-même l'émanation de la dissolution de notre groupe. Hein, où il y avait Maxime Brunerie à l'époque qui avait tenté d'assassiner Jacques Chirac, par exemple. Donc ces gens-là, à Lyon, ils se sont reformés. Leurs locaux, ça s'appelle les Remparts maintenant, alors qu'avant, je crois que ça s'appelait la Traboule. Donc ils ont refermé, ils ont refondé deux locaux, ils en ont fait qu'un. Je crois qu'à Paris, ça s'appelle les Natifs. Enfin voilà, on voit qu'il y a plein de groupes qui SM et ils se recréent, ils se recréent, ils se recréent, ils se recréent. Et c'est aussi très difficile de les suivre à la trace parce que c'est pas des milliers de gens, il ne faut pas non plus exagérer. Et c'est des petits groupuscules qui souvent fonctionnent sans forcément déposer des statuts ou avoir de locaux. Donc les empêcher de proliférer, c'est difficile. Je crois qu'il faut être extrêmement ferme quand il y a des locaux qui sont ouverts, comme ça a été le cas. Il faut les fermer de suite parce que quand vous vous implantez, vous créez autour de vous une espèce de collectif, vous attirez les gens et c'est plus facile quand vous organisez des conférences, des cafés, des repas, des soirées que je sais pour des gens qui viennent ici, qui rencontrent, qui discutent et qui après adhèrent à l'association. Donc il y a une implantation locale. Mais la réponse, elle est dans la réponse pour lutter contre l'extrême droite et l'implantation de ces locaux-là, c'est une réponse politique, évidemment. C'est-à-dire que, j'en parle dans mon livre, partout, par exemple, où on voit qu'il y a des services publics, qu'il y a des syndicats dans les entreprises, dans les facultés, dans les services publics, l'extrême droite, elle recule partout. Il y a des paroles progressistes qui viennent démonter les discours de ces gens-là, qui viennent dire que non, c'est pas parce qu'on va mettre tous les Arabes dehors qu'il y aura des logements pour tous les Français, ça n'existe pas, ça. Donc il faut absolument mener cette bataille des idées. Et ça commence, et je le dis souvent, ça commence par le cercle
restreint au personnel, parce qu'on a tous fait l'expérience autour de nous, dans des réunions entre amis, dans des soirées, où on entend des fois des propos qui nous dérangent un peu, y compris de gens qu'on fréquente, hein, et qui sont nos amis. Souvent, on dit, bon, on n'a pas envie de rentrer dans une longue discussion, donc bon, on passe à autre chose et on arrête. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a un propos qui est en phase avec des choses qui sont dangereuses, qui sont d'extrême droite, qui revendiquent des choses ou qui affirment, où la personne croit de bonne foi dire des choses mais elles sont fausses, il faut jamais laisser passer, il faut toujours les démonter. Ces gens-là, en plus, sont habitués à distiller des mensonges. Marine Le Pen, en 2017, c'est un exercice qu'il faudrait faire, c'est-à-dire qu'il faudrait prendre tous ses discours et regarder tout ce qu'elle dit dedans. C'est truffé de mensonges. Et elle a réussi en 2017 à instiller l'idée que quand un migrant ou un réfugié arrivait en France, il avait une carte bleue avec tant d'euros dessus. Voilà. Qui n'existe pas. C'est faux. Tous les services de l'État et du gouvernement à l'époque avaient fait des notes d'analyse pour dire que c'était pas vrai, mais elle l'a tellement répété, tellement répété, tellement répété, qu'on s'est retrouvé dans les débats publics après à débattre de cette mesure-là ou de savoir si c'était bien ou pas, ou si c'était normal, alors que ça n'existait pas. Aujourd'hui, quand vous prenez l'immigration, l'extrême droite, elle est sur une théorie, c'est qu'elle compte ce qui s'est passé par exemple en 2020. Elle dit 2020, 2017, je multiplie par 5 et boum, ça fait tant. Sauf que ce n'est pas vrai. Les chiffres d'une année sur l'autre ne sont pas les mêmes et on ne peut pas multiplier. Sauf qu'ils annoncent ça comme chiffre à chaque fois. Ils installent ça dans le débat. Donc face à eux, il ne faut jamais les rien laisser passer et il faut démonter tous leurs arguments. Mais c'est très difficile parce que ben, ils travaillent de plus en plus, il faut aussi pas se mentir. Ils ont de plus en plus d'élus, donc plus en plus d'élus de la formation. Et ils ont les bons canaux de communication, ils arrivent à utiliser les réseaux sociaux, ils organisent des gros buzz sur des sujets. Mais il faut partout démonter ces idées. Je termine juste sur une chose, parce qu'il n'y a aucun secteur qui est à l'abri. Moi, je en parle dans mon livre et je le cite souvent un exemple. En 2018, quand on fait justement la grève des cheminots, il y a un jeune syndicaliste cheminot qui me dit bah, j'ai entendu telle personne qu'il faut maintenir les services publics ouverts, qui soutient les grévistes, etc., etc. Donc je dis, je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de députés qui prenaient position pour nous défendre. Il me dit, c'est une européenne. Ah bon? Je dis, bah ok. Donc je vais regarder un peu sur les replays de France Info. Et donc c'était une députée du Rassemblement national qui, à la radio, venait tranquillement dire qu'il fallait défendre le service public. Sauf qu'après, moi, j'ai expliqué à ce camarade-là, je lui dis, mais ces gens-là, quand ils sont en responsabilité au Parlement, ils votent ce qu'on appelle les paquets de libéralisation, donc qui ouvrent l'oreille à la concurrence. Donc ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est la conséquence de leur vote. Et tout ça, c'est un travail très long de déconstruction et c'est difficile à mener. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi expliquer concrètement à chaque fois que ces gens-là tiennent des propos et tiennent des paroles, il faut toujours démonter leurs arguments, toujours. Parce qu'on ne peut plus aujourd'hui mener le combat de slogans en disant votez pas pour eux, c'est des fachos, ou si vous votez pour eux, vous êtes des cons. Euh, et encore, je doute que ça ait pu marcher par le passé, mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de ça. Il faut à la fois les combattre sur le plan idéologique avec une déconstruction de leur discours, et aussi de l'autre côté, proposer une alternative politique où les gens peuvent se retrouver et avoir des perspectives, avoir des horizons nouveaux pour montrer que non, l'austérité, la haine de l'étranger et l'immigration et la sécurité, c'est pas aujourd'hui les seules alternatives de ce pays-là. Il n'y a pas que le libéralisme ou le fascisme. Il y a d'autres solutions et c'est aussi ça qui permettra de contrer l'extrême droite. Parce que ces gens-là, ils prospèrent sur la misère, ils prospèrent sur la division, ils prospèrent sur les crises économiques, sur la souffrance des gens. Puisque c'est plus facile, je le redis, quand on est en situation de difficulté, c'est plus facile de pointer du doigt l'étranger en disant c'est sa faute si aujourd'hui j'ai pas de boulot, j'ai pas de logement, mon salaire baisse, que de remettre en cause les logiques libérales et capitalistes qui sont aujourd'hui à l'œuvre, qui sont celles qui créent les conditions déplorables dans lesquelles se trouvent des millions de gens et dont l'immigration n'est absolument pas responsable. L'autre jour, j'ai encore fait un débat et il y avait le porte-parole du Rassemblement national qui m'a dit mais les salaires sont bas parce qu'il y a trop d'immigration. Non, les salaires sont bas parce que le patronat ne veut pas l'augmenter et parce que le gouvernement gèle le SMIC depuis des années. C'est ça la réalité. Donc il faut toujours démonter ces discours-là, mais c'est très difficile et c'est une de vos autres questions, on en parlera tout à l'heure, mais on est aussi face à un rouleau compresseur médiatique où notre parole, elle n'est pas toujours, c'est le moins qu'on puisse dire, à la fois reconnue, même tolérée, il y a des médias sur lesquels on est peu ou pas invité, et alors qu'on déroule le tapis rouge à d'autres gens et qui peuvent toute la journée répéter les mêmes choses, répéter les mêmes choses, et forcément, quand vous répétez à longueur de journée que l'immigration est un problème, que la France est en insécurité et qu'on va devenir le Liban si on continue à vivre dans la situation telle qu'on est, et malheureusement, ça a des prises sur des gens qui passent leur journée à regarder ça, qui entendent que ça,
qui lisent pas forcément les journaux, qui sont pas forcément syndiqués, qui vont pas dans des assos et qui sont, voilà, qui sont en prise avec ce discours-là parce que c'est le seul discours qu'elles entendent. Donc forcément, au bout d'un moment, ça finit par imprégner les consciences et on se retrouve avec deux candidats à l'élection présidentielle d'extrême droite qui sont quasiment à 15% chacun. Donc si on additionne avec Dupont-Aignan et le reste, on est quasiment à 40%. Donc il y a un véritable danger en ce moment dans le pays, oui. Mm. Justement, tu as rappelé que le Rassemblement national, notamment, joue un double jeu, en fait. Par exemple, je me souviens de la grève contre la réforme des retraites fin 2019, où ils soutenaient les manifestants jusqu'à ce qu'ils les accusent de vouloir empêcher Noël d'avoir lieu. Et à côté de ça, ils votent la directive sur le secret des affaires au Parlement européen. On voit qu'effectivement, l'ultralibéralisme et l'autoritarisme sont des points communs entre un Emmanuel Macron et une Marine Le Pen. Et en fait, c'est justement le sens de ma prochaine question. La différence entre Monsieur Macron, qui est accusé par certains de politique fascisante, et Monsieur Zemmour ou Madame Le Pen, et cette mouvance d'ultra-droite dont on parle depuis dans cette émission. Est-ce que c'est une différence de mesure ou de nature entre La République en marche et le Rassemblement national ou les soutiens d'Éric Zemmour? Ok, je crois faut quand même aussi faire preuve de mesure. Emmanuel Macron, c'est ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour aujourd'hui. Simplement, c'est ce que j'ai dit au départ. Emmanuel Macron, il a une responsabilité dans le climat qui est actuel, puisqu'il a repris des pans entiers de la rhétorique de l'extrême droite et il a mis en place certaines mesures, et notamment la loi sur le séparatisme, qui est en fait une loi contre les musulmans et pour stigmatiser la communauté musulmane, que, que le Rassemblement national aurait pu tout à fait mettre en place, et les passes d'armes entre Darmanin et Le Pen, où chacun se renvoie la balle en disant c'est génial ce que tu as fait, j'aurais signé le texte, tu veux pas mon livre dédicacé, sont absolument scandaleuses. Mais ce qu'on note dans l'histoire, c'est que le fascisme, il arrive toujours par une période avant qui est chaotique, qui est difficile et qui prépare à tout ça. Et aujourd'hui, quand même, on est dans un mouvement social et sociétal où le gouvernement est extrêmement autoritaire, où on n'a jamais connu une telle répression du mouvement des Gilets jaunes. Par exemple, quoi qu'on en partage, et on peut avoir des discussions sur les Gilets jaunes, mais on a connu une répression qui est absolument brutale, y compris chez les syndicalistes et les mouvements sociaux. On se rappelle de cette infirmière qui avait été arrêtée par la police au lendemain du confinement parce qu'elle manifestait et qu'elle avait, je crois, jeté une pierre au pied des CRS alors que ça faisait 3 mois qu'elle était en première ligne où ils s'habillaient avec des sacs poubelles parce que le gouvernement n'avait pas été capable de les protéger. Donc il y a toute cette répression-là. Il y a une remise en cause des libertés individuelles. On voit ce qui se passe aujourd'hui en Outre-mer où on est en train d'utiliser le couvre-feu pour étouffer une contestation sociale. C'est-à-dire que le gouvernement dit je mets le couvre-feu parce qu'il y a des mouvements sociaux. Alors que la réponse, ça fait des décennies que des politiques sont menées, qu'on a laissé des gens dans la misère. Et aujourd'hui, il y a une crispation dans ce pays, puisqu'il y a un autoritarisme d'État qu'on n'a pas connu depuis quand même des années. Et y compris dans les décisions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il gouverne avec le Conseil de sécurité, qui est l'instance la plus antidémocratique qui soit possible, où ils sont à 5 ou 6, ils se réunissent, et puis après, il vient à la télé tous les 3 mois à 20h nous dire ben, on fait ça, ça et ça, quoi. À quoi sert le Parlement? À quoi servent les représentants? À quoi servent les collectivités locales? Personne n'est associé. Et voilà, il y a une forme de dérive. Et puis bon, je redis, quand il a parlé de Pétain, quand il a parlé de Maurras, il a évidemment pas utilisé, il n'a pas été aussi loin qu'Éric Zemmour sur ces sujets-là, mais il met une pièce dans la machine. Il met une pièce dans tout ça et il reparle de gens qu'il faut laisser dans les poubelles de l'histoire. Enfin, moi, je suis toujours surpris qu'en 2021, je ne pensais pas que c'était possible. Vous m'auriez posé la question il y a 2 ans, je ne vous aurais jamais dit qu'on aurait un débat sur Pétain, sur Vichy. Est-ce que Pétain a sauvé des juifs français? Est-ce qu'il a sauvé tous les juifs, pas tous les juifs français? Enfin, c'est incroyable. On remet en cause ce qui s'est passé en Algérie. On a eu l'autre jour la manifestation à Paris où on avait eu à l'époque les Algériens qui avaient été jetés dans la Seine. On nous a dit que ce n'était pas vraiment vrai. Bon, on a une espèce de révisionnisme historique et de réécriture de l'histoire qui est à l'œuvre, qui est extrêmement dangereux. Et Éric Zemmour, lui, est sur une tentation fasciste. D'ailleurs, il suffit de regarder les gens qui aujourd'hui soutiennent Éric Zemmour. Parce qu'Éric Zemmour, quelque part, déjà, c'est un premier problème parce qu'on a un candidat à l'élection présidentielle qui est condamné pour des propos racistes.
il doit quand même interroger sur la société dans laquelle on évolue. Mais les gens qui soutiennent Éric Zemmour, je ne vais pas faire toute la liste ici, mais on a parlé tout à l'heure de Thaïs Descuffon, qui était l'ancienne porte-parole de Génération Identitaire. On a le youtubeur Papacito là, qui faisait des vidéos en ligne pour expliquer comment tuer des militants de gauche. On a Renaud Camus. Enfin, Renaud Camus, quand même, je l'ai dit tout à l'heure, le théoricien du grand remplacement qui soutient Éric Zemmour. On a Hervé Ryssen, qui est un antisémite reconnu, notoire, et qui revendique son antisémitisme, qui a été condamné par la justice pour des propos antisémites. On a un parti qui s'appelle le Parti de la France, qui appelle à voter Zemmour. Le Parti de la France, et vous vous rappelez cette fille qui s'appelait Cassandre, qui tenait une espèce de pancarte dans une manif antisémite il y a quelques semaines, qui a été arrêtée par la justice. On a une espèce de groupe qui s'appelle la Synthèse nationale, où le directeur s'appelle Roland Hélier, qui appelle à voter Zemmour. Cet homme-là était ce week-end en Espagne, à l'invitation de groupuscules d'extrême droite, pour célébrer, rendre hommage à la mort du fondateur de la Phalange, c'est-à-dire le mouvement fasciste qui était à l'œuvre avec Franco. Donc on voit que Éric Zemmour, il réussit. En fait, il fait du Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire qu'il derrière lui se rallie tout ce qui se fait de pire à l'extrême droite. Tous les gens qui n'osaient plus dire de telles choses, qui n'osaient plus tenir de tels propos, qui étaient en marge de la société parce qu'ils sont extrêmement dangereux, ils sont racistes, antisémites, réactionnaires. Là, ils reviennent dans le jeu. Il y a eu un article qui est sorti dans la presse hier ou avant-hier où des néo-nazis étaient au QG de campagne d'Éric Zemmour pour le lancement de sa campagne à l'élection présidentielle. Enfin, son pseudo-lancement, parce qu'il est candidat, pas candidat, on ne sait pas. Donc on voit qu'il y a une espèce de glissement qui est très dangereux. Et je termine sur une chose pour pas être trop long. Quand Zemmour va au salon et il pointe une arme sur un journaliste, il présente ça pour de l'humour, il y a un message très clair à destination de la presse derrière. Puisque si on regarde ce qui se fait ailleurs, des pays comme la Hongrie, Orban ont mis un coup d'arrêt aux libertés de la presse. Trump et Bolsonaro se sont mis en scène avec des armes devant des journalistes. Et aujourd'hui, il y a cette menace-là qui aussi pèse. C'est des gens qui exècrent la liberté de la presse, qui exècrent le régime démocratique, qui exècrent les organisations syndicales, sociales, et qui sont sur un véritable projet de société qui est réactionnaire et qui revient à des choses qu'on a connues bien avant. Donc le climat, il est préoccupant, dangereux, parce qu'on voit aussi, on aura le débat des Républicains ce soir, le deuxième, qui va être sur CNews, où j'ai déjà entendu la première vidéo ce soir. Les thèmes, c'est sécurité, insécurité, immigration, et à la fin, pouvoir d'achat si on a le temps. On a eu le débat la semaine dernière sur BFM, où on a vu quand même les 5 candidats de droite, pendant 2 heures peut-être, parler de tests osseux sur les mineurs, parler de tests de langue française, et si ils n'étaient pas bons en français, on les renvoie chez eux. D'immigration zéro. Enfin, on a entendu des choses de se revendiquer de la théorie du grand remplacement. Enfin, Jacques Chirac, quand même, à l'époque, avec tous les désaccords que je pouvais avoir avec lui, avait pris quand même, avait eu quand même des propos très clairs sur l'extrême droite. On ne pouvait pas l'accuser d'avoir faire ça. Et aujourd'hui, il y a une espèce de, c'est tellement distillé dans la société, et y compris malheureusement des fois à gauche. Quand je mets la gauche avec des gros guillemets, quand vous avez Arnaud Montebourg qui vient faire des sorties sur les flux financiers qu'on envoie à l'étranger avec West Union, c'est incroyable. Et ça veut dire qu'aussi on a perdu une bataille là-dessus. Même si quand on a des débats sur le voile, la gauche, elle s'entre-déchire là-dessus, c'est d'une façon incroyable. Tandis qu'en face, ils sont à l'unisson pour porter des thèses réactionnaires. Et nous, on a des gens qui tombent volontairement ou pas les 2 pieds dedans et qui s'engouffrent là-dedans, souvent sur des calculs électoraux qui en plus ne marchent pas derrière. Mais on a un véritable danger. Ouais, moi, je m'inscris en faux sur ceux qui disent qu'il n'y a aucun risque que l'extrême droite accède au pouvoir en France en 2022, puisque on peut avoir une abstention massive, et abstention massive, mécaniquement, souvent, aux élections présidentielles, ça fait monter l'extrême droite. Et la détestation d'Emmanuel Macron, elle est aujourd'hui telle qu'il y a des gens, en cas de second tour, Macron-Le Pen, peut-être un peu moins Macron-Zemmour, iront pas voter du tout. Et quand on voit les positions d'Éric Ciotti, quand on voit les positions de Valérie Pécresse, je suis pas sûr que leurs électeurs au second tour, en cas de duel Macron-extrême droite, ils aillent voter Emmanuel Macron. Donc il faut faire très attention à ça, et il faut pas prendre à la légère la spirale politique dans laquelle on est, parce qu'il y a 5 ou 6 ans, tout le monde s'est moqué des États-Unis, de Trump, de ce qui se passait, du guignol Donald Trump. Les États-Unis, c'était un peu la risée du monde. On se disait, mais comment un pays peut avoir un candidat à l'élection présidentielle comme ça, et comment il peut gagner? Ben, aujourd'hui, on est quand même un peu. Les parallèles sont pas tout à fait exacts, puisque c'est quand même pas la même chose Zemmour et Trump, mais c'est des gens qui ont été créés par le circuit médiatique, c'est des gens qui utilisent les médias, c'est des gens qui utilisent la polémique
et l'outrance à longueur de journée, parce que comme ils n'ont rien à dire, chaque polémique, elle est dans les médias, elle est reprise en scène, donc on parle d'eux pendant 3 jours. Après, ils recommencent, ils recommencent, ils recommencent, ils recommencent. Pour expérimenter un peu les plateaux télé, en fait, on parle de Zemmour à la plage, Zemmour à la mer, Zemmour à la cuisine. Qu'est-ce qu'a mangé Zemmour? Est-ce que Zemmour va prendre sa voiture? Est-ce que Zemmour de Gaulle? Et au final, on parle que de lui. Donc c'est aussi difficile parce que il y a le sujet de, vous avez tout à l'heure parlé des réactions des politiques, mais est-ce qu'on en parle de lui ou est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce qu'on le laisse dire tout ce qu'il veut et on réagit pas? C'est pas un débat qui est simple. Il y a eu le débat sur la question de Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il fallait débattre avec Éric Zemmour ou pas? Donc tout ça n'est pas tranché tout à fait à gauche et c'est pas, il y a pas de. Moi, je écrit un texte là-dessus puisque on m'a parfois reproché d'aller sur CNews participer à des débats. Moi, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de bonne et mauvaise réponse. Il n'y a pas la solution blanche qui dit il faut aller sur aucun plateau et ne jamais parler, ou il faut aller partout et parler de tout. Je crois qu'il n'y a pas de solution miracle là-dessus. C'est pas noir ou c'est pas blanc. Et je pense qu'il faut surtout ne pas tirer sur ceux de notre camp dans ces moments-là, parce qu'on a besoin de toutes celles et ceux qui mènent la bataille contre l'extrême droite et la droite réactionnaire. Et donc, il ne faut pas se tromper d'ennemis. Et moi, j'ai toujours pris position pour dire que les gens de mon camp, dans ces moments-là, il faut les préserver. On peut avoir des désaccords, il faut les exprimer, mais pas publiquement. Déjà, à mon avis, c'est une des solutions. Et se dire les choses en face parce qu'il faut régler. Mais il ne faut pas se tromper d'ennemis, quoi. Ouais, pour aller dans ton sens, et d'ailleurs, il y a Stampis qui nous a refait une petite. Qui dit notre dialectique est claquée au sol depuis plus de 30 ans. Bah, moi, je vais aller dans le sens de Thomas. D'ailleurs, on a écrit c'est l'instant auto-promo en plus. On a écrit une brochure, Unir et Vaincre, qu'on cite à toutes les sauces, qui justement est dans le même sens, va dans le même sens que toi aujourd'hui. Bah, moi, c'est un truc auquel ça m'impressionne un petit peu de voir. Comment aujourd'hui, dans les débats, et en particulier parmi les militants de gauche, aujourd'hui, il y a une telle violence dans les propos entre militants, en particulier à gauche, alors que notre adversaire, bah, en fait, il avance de manière totalement unie, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui, je me permets un peu, mais aujourd'hui, d'ailleurs, on parle souvent enfin, tu vois, il y a des campagnes qui disent il faut un nouveau Front populaire, machin. Il y a un candidat qui a même cité les jours heureux carrément dans son programme et tout, mais on est tous sauf dans l'unité là sur ces questions-là. Et aujourd'hui, chaque chose est un prétexte. Et enfin. Moi, je voulais faire partager ça, mais au-delà de la question, le problème, c'est pas notre dialectique qui est claquée au sol, c'est qu'aujourd'hui, on est divisé et en fait, c'est difficile de tenter des trucs, quoi. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on tente des trucs, bah forcément, ça s'exposer à l'échec. Et en fait, nul ne peut prétendre d'être Marx ou Engels ou Lénine ou que sais-je. Enfin, tu vois, je veux dire, je suis pas Ho Chi Minh, moi, donc j'en sais rien, tu vois, de ce qu'il faut faire et tout. Et aujourd'hui, comment ça se fait qu'on tu le sens aussi, toi, un peu dans là où tu milites? Évidemment, il y a des crispations, il y a des difficultés, et puis bon, on est dans une période électorale, donc qui sont propices en plus à ce genre de division. Mais c'est aussi pour ça qu'à l'époque, on avait lancé avec plusieurs responsables l'appel du 12 juin pour les libertés et contre les idées d'extrême droite. Même là, l'appel du 12 juin n'a pas été signé par toutes les organisations politiques de gauche qui ont fait, qui étaient à la manif, mais qui ont fait un autre texte, qui n'ont pas voulu signer ce texte, qui était somme toute, qui faisait 35 lignes et qui n'avait rien à mon avis, de problématique sur le sujet pour la gauche. Donc effectivement, c'est la question. Moi, depuis que je milite, depuis que je fais de la politique et du syndicalisme, la question du rassemblement, je l'entends, hein. J'ai toujours été un militant de l'unité, puisque je considère qu'aujourd'hui, on peut pas gagner si on n'est pas rassemblé, parce qu'on voit bien le poids qu'on pèse les sondages ne valent pas vérité, mais bon, ils donnent quand même une petite indication et on voit bien que ça fait pas, que c'est pas au niveau, quoi. Et donc je pense qu'il y a une part des abstentionnistes notamment du peuple de gauche, qui se retrouvent pas dans tout ça, qui n'arrivent pas à bien comprendre les différences. Même s'il y en a, je suis pas naïf sur la question de l'unité, puisqu'il y a des questions sur l'Europe, des questions sur la remise en cause des logiques libérales du capitalisme, et je suis pas sûr qu'entre le Parti socialiste et Jean-Luc Mélenchon, on soit tout à fait d'accord sur tout ça. Je suis pas naïf sur ça. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment on sort de ça et je ne sais pas comment ça va évoluer, sachant qu'on est dans une
je vais dire, je vais être un peu trash, on serait trois candidatures de gauche à 25% à se dire c'est laquelle va gagner. Bah, à la rigueur, pas grave. Sauf qu'aujourd'hui, on est presque en train de se battre pour être la première liste ou le premier candidat de gauche qui peut être quatrième ou cinquième à l'élection présidentielle. Donc en fait, c'est ça le véritable sujet. C'est-à-dire qu'on sait même pas, on n'est même pas aujourd'hui sûr d'être au second tour, mais on veut juste être la première liste de gauche. Il faut pas être naïf pour avoir une position de négociation majoritaire pour les élections législatives. Parce que c'est aussi ça qu'il y a derrière. C'est qu'il y a la question des élections législatives qui est sur la bouche de tous les responsables politiques. Et c'est normal parce qu'on construit aussi une force politique avec des élus, avec des représentants. Il y a la question du financement qui dépend du vote aux élections législatives. Il y a plein de choses. Je sais, c'est un moment difficile à passer. Et, il y a un petit discours aussi qui parfois est véhiculé par certains qui dit, bon, 2022 c'est perdu, on reconstruira après. Moi, je crois qu'on ne reconstruit pas sur des cendres. Et qu'il faut de suite affronter ce qu'il y a face à nous. Et si on va à l'élection présidentielle dans l'état de sidération, de division tel qu'il est aujourd'hui, on peut se retrouver, même avec un président, avec Emmanuel Macron, qui est quand même bien parti pour être élu. Il ne faut pas non plus se mentir, puisqu'il y a quand même toutes les conditions pour qu'il puisse gagner. On peut se retrouver demain avec une Assemblée nationale où on a peut-être 30 députés de gauche, tous partis confondus. Parce qu'aucune circonscription aujourd'hui sortante de gauche n'est sûre d'être réélue dans la position dans laquelle on est. Peut-être à part deux ou trois, avec des contextes locaux très particuliers. Moi, je passe à la mienne à Montreuil, j'habite à Montreuil, bon, il y a peut-être même pas de candidat de droite des fois, donc bon, c'est différent. Mais la situation du pays, elle est difficile et je crois qu'il y a aussi une responsabilité, et je me mets dedans, on a une responsabilité comme responsable politique, puisque si les 5 prochaines années, c'est les gens qui vont en subir les conséquences. Et on sort de 5 ans de quinquennat d'Emmanuel Macron, où il y a une note qui est sortie la semaine dernière qui dit très clairement combien les ultra-riches ont été priorisés, combien les services publics ont été cassés, combien rien n'est fait sur l'avenir de la planète, alors qu'on sait qu'on va à la catastrophe et que tous les indicateurs le disent, qu'on ne fait rien. Je crois qu'au bout d'un moment, il faudra. Moi, je pense que ce qui peut faire bouger les lignes, c'est qu'il y ait une mobilisation populaire et que les gens disent ça suffit, quoi. Euh, hum, Discutons sur les désaccords de fond qu'on a, éclaircissons-les et mettons-nous d'accord sur un projet politique et sur 10 points sur lesquels on peut se rassembler. La transition écologique, les services publics, la lutte contre les discriminations. Je pense qu'il y a quand même la remise en cause des logiques libérales, la question prioritaire de l'éducation qui aujourd'hui est absolument abandonnée. Ces sujets-là, je pense que quand même, il y a beaucoup de dirigeants et de militantes et de militants politiques de gauche, syndicaux, qui attendent ça, parce qu'il y a aussi le mouvement social derrière, qui a une espérance d'avoir une traduction politique des luttes qui sont aujourd'hui aussi en difficulté. Il y a beaucoup de boîtes qui sont menées dans les entreprises, il y a beaucoup de grèves, il y a beaucoup de manifestations, mais pourtant, c'est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait. Et une mobilisation sociale, elle a aussi besoin de perspectives, ce que j'ai dit tout à l'heure, de traduction politique, et de voir que ça peut bouger et que demain, on peut avoir un projet de politique qui soit aux affaires dans ce pays, qui réponde aux aspirations de millions de gens. Parce qu'on on voit bien que, et d'ailleurs, quand les enquêtes, quand les sondages sont sur la table, la première préoccupation, c'est quand même le pouvoir d'achat. Et s'il y a bien un courant politique qui aujourd'hui peut répondre à cette préoccupation et redonner du pouvoir d'achat à des gens et rééquilibrer les salaires et faire en sorte qu'il y en ait cette minorité qui se gave en se réappropriant la force de travail des autres, qui sont en train de crever de faim. On a quand même des étudiants qui font la queue devant les banques alimentaires. C'est hallucinant dans une France qui est la 5e puissance économique du monde et qui verse des milliards d'euros, championne d'Europe des versements de dividendes aux actionnaires. Donc tout ça là, je pense qu'il y a des gens qui sont en attente de ça. Maintenant, c'est difficile. Et, je pense qu'on va pas résoudre la solution là. Et moi, j'ai pas la clé non plus. Et je sais que c'est aussi difficile parce que l'union pour l'union, ça ne marche pas. Et les gens, ils ne veulent plus non plus d'une addition de logos en disant, ben voilà, on est ensemble. Et alors qu'ils savent que derrière, on est d'accord sur rien. Je grossis un peu le trait, mais je pense que le rassemblement, il ne marchera que s'il est sur la clarté politique et qu'il est sur une base programmatique qui soit de rupture et claire. Là, on pourra avancer les choses et on pourra gagner. Et pour l'instant, on n'y est pas. Et il nous reste novembre, il nous reste 5 mois pour créer les conditions. Donc moi, je suis profondément optimiste. Donc j'espère que on va créer les conditions. Et je pense pas que la gauche elle a perdu, mais il faut qu'on arrive à imposer nos thèmes dans le débat. Et je crois que si on porte nos propositions, on peut soulever un élan populaire et surtout créer les conditions que l'abstention, qui est majoritairement populaire et de gauche, elle revienne aux urnes et qu'elle considère qu'aujourd'hui l'exercice démocratique est utile et qu'il est à même de changer la vie des choses. Et malheureusement, là-dessus, le quinquennat Hollande nous a abîmé durablement, puisque des gens ont voté pour lui de bonne cause en disant ben, c'est un candidat de gauche, il va changer notre vie. Puis il a fait pire, il a fait le contraire exactement
de ce qu'il avait dit. Donc le non-respect de la parole publique, il abîme durablement l'espérance en la politique. Et vous avez des gens qui disent, mais moi j'ai voté Sarkozy, j'ai voté Hollande, j'ai voté Macron, et c'est toujours les mêmes politiques qui sont menées. Donc ça sert à quoi que je vote en fait? Donc ça on l'entend souvent. Donc il faut aussi, voilà, tout ça est difficile et la démocratie en France, elle est abîmée aujourd'hui. Et les élections municipales, certes, dans un contexte régional particulier de Covid, on a quand même eu des taux d'abstention qui doivent nous interroger et qui doivent interroger la classe politique d'ailleurs dans son ensemble, parce qu'on ne peut pas continuer avec ce niveau-là. Bientôt, ça nous voudra. Quand on est élu, on est légitime, quel que soit le taux de participants. Mais ça interroge quand on est élu avec 20 ou 30% des inscrits, quoi. Ça interroge. Hmm. Justement, enfin, c'est très intéressant. Tu as évoqué beaucoup de choses. Je souhaitais justement évoquer le fait que en 2019, il y a eu 2 millions de personnes qui ont eu besoin de l'aide alimentaire, que ce soit le Secours populaire. 2 millions de personnes en 2019. Ils étaient 7 millions en 2020. Et en 2020, lors du premier confinement, on entendait souvent une formule qui est le monde d'après. Et j'ai entendu encore Jean-Yves Le Drian ce midi sur LCI, Le Figaro, RTL, au grand jury. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères de Macron, qui dit le monde d'après, c'est le monde d'avant en plus dangereux ou en pire. Et il y a une volonté de créer de la résignation par rapport à ça. Quel est ton sentiment là-dessus? Jean-Yves Le Drian, qui était déjà ministre sous François Hollande en plus. Mm. Mais moi, je crois que les architectes du monde de demain, ça ne peut pas être ceux qui ont construit le monde d'hier. Donc ces gens-là, ils sont disqualifiés. Et effectivement, ils essayent de nous enfermer. Mais c'est aussi le. Enfin, Macron, et d'ailleurs, il ne revendique pas de Thatcher, mais bon, il ne renie pas non plus son héritage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative, quoi. C'est comme ça, et puis il n'y a que cette solution. Et c'est aussi ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de. Comme en face, il n'y a pas de perspective politique majoritaire de gauche dans ce pays où les gens se disent ben, on peut changer les choses en votant une liste rassemblée, pour un programme politique, pour changer les choses. Macron, lui, c'est facile. Il dit bah, si c'est pas moi, en gros, il dit c'est l'extrême droite. Donc, dans ce pays, heureusement, encore aujourd'hui, il y a une majorité de gens qui ne veulent pas voir l'extrême droite arriver aux affaires, ce qui est quand même une bonne chose, même si ça se réduit comme espace politique. Mais effectivement, ça a été ça a été un peu la rhétorique du confinement. Vous allez voir ce que vous allez voir, le jour d'après, le monde de demain. Je me rappelle d'Emmanuel Macron qui parlait de la santé en disant il faudrait que ce soit un bien qui soit plus soumis aux logiques libérales. Et c'est là, il faudra s'en souvenir. On se rappellera des gens qui nous ont aidés, les premiers de corvée, enfin, tout ce discours-là. Et y compris, on a quand même vu, moi, quelque chose qui nous avait marqué, c'est que pendant la période de Covid, le sujet de la dette, par exemple, n'était plus un sujet, quoi. C'est-à-dire que là, bon, l'argent public, il était déversé et on nous disait plus attention. Mais depuis quelques mois, on revient sur le discours, par exemple, de dire attention, il faudra rembourser la dette. Bruno Le Maire fait que dire ça. Donc, en fait, ils sont en train de nous remettre le monde d'avant, mais en pire, en fait. Avec encore plus d'inégalités, avec encore plus de souffrance, alors qu'on a les moyens de faire autre chose. Et on a vu, justement, cette crise-là du Covid, elle a vu que quand on voulait donner et déverser de l'argent public pour aider les entreprises, et il faut les aider, sauf qu'on ne les a pas conditionnées, ces aides, on peut faire des choses. On peut créer les conditions pour qu'on n'ait plus d'étudiants aujourd'hui qui fassent la queue pour bouffer. On a des étudiants à Bordeaux qui ont alerté sur le fait qu'ils n'avaient plus de chauffage. La réponse du Crous, ça a été de mettre un pull. Je... De quoi on parle en fait? Je veux dire, c'est pas possible. On a eu des grands discours sur les vaccins. Et on a aujourd'hui toujours pas de levée de brevet, par exemple. Toujours pas. Alors qu'on a les pays les plus pauvres qui ne sont pas vaccinés. Et c'est pas qu'une défiance au vaccin, c'est-à-dire qu'on n'a pas de dose. Et on sait, et les scientifiques disent, moi je suis 100% pro-vaccin, je considère que le vaccin, il protège pas, mais il permet pas d'éviter la contamination, mais il se protège et il protège les autres. Mais on n'a pas de dose dans certains pays. Donc on aura des variants qui vont revenir. Donc ça va être toujours la même chose. Et donc ces gens-là, ils prennent pas la dimension. Puis, donc c'est le monde, ce que je dis, le monde de demain qui nous promettent, il est pire que celui qu'on a connu. On n'a jamais eu autant de pauvres, on n'a jamais eu autant de gens qui souffrent de la faim, et on n'a jamais eu autant de gens qui sont mal logés, qui n'arrivent pas à se chauffer. C'est un peu c'est l'apocalypse. Mais bon, à force d'alimenter les tensions, à force de prendre des décisions autoritaires et antidémocratiques, à force de prendre les gens pour des cons, parce que il y a pas d'autre mot quand Bruno Le Maire fait des sorties à longueur de journée pour dire mais le PIB augmente, la croissance est repartie en France, les gens ils voient sur leur feuille de paie ou sur leur pension ou sur leur revenu, ils voient les dépenses incompressibles qui augmentent
Et par contre, l'argent disponible, il diminue. Donc, on voit bien que ça ne marche pas. Et sauf que tout ça, ça alimente des tensions, ça alimente une crispation. Et comme il n'y a pas d'alternative politique radicale de gauche qui est aujourd'hui identifiée et majoritaire, ben, il y a une abstention ou un espèce de sentiment aussi de vote dégagiste, populiste, qui dit bah, pourquoi pas Zemmour, par exemple, pourquoi pas lui? Donc tout ça, ça crée un moment qui est qu'il ne faut pas minorer le moment politique dans lequel on évolue. Ça peut être très dangereux. Et je disais tout à l'heure, moi je ne crois pas à ce que l'extrême droite elle soit battue d'office. Et puis il y a aussi un discours qu'il faut à chaque fois combattre, c'est qu'il y a des gens qui vous disent ben, on n'a qu'à les mettre aux affaires et puis on verra comme quoi ils sont incapables et après ils dégageront. Il suffit de regarder un Trump, il n'a pas été si facile que ça de le dégager, puisqu'il a fait quand même un nombre de voix qui était plus important que ce qu'il avait fait à l'élection précédente, qui est le deuxième score en termes de voix aux élections américaines. Regardez les mairies d'extrême droite en France, elles sont réélues au premier tour en 2020 et très largement. Bolsonaro est déjà en train de créer les conditions en disant si je perds les élections, c'est qu'elles sont truquées, je vais certainement pas partir, donc je regarde comment je peux faire pour faire un coup d'État. Et on n'est pas à l'abri demain d'avoir. Quand vous laissez ces gens-là aux affaires, vous savez pas comment ça tourne. Donc il faut être extrêmement vigilant. Et je crois qu'il faut porter l'exigence d'avoir un projet radical de gauche qui crée des perspectives, qui crée des horizons émancipateurs et qui soit au service de l'intérêt général. C'est ça aujourd'hui qu'il faut porter comme message dans l'espace politique. Mhm. Euh, Justement, ça fait le lien avec la dernière question. C'est sûr que quand l'extrême droite prend le pouvoir, on sait quand ça commence, mais on sait pas quand ça se termine. Et y compris le travail qu'on fait, que ce soit nous, Adam et moi, Infoscope, le travail d'investigation journalistique, ou que ce soit le travail militant que tu peux faire au quotidien, Thomas, c'est un travail qui sera beaucoup plus difficile avec l'extrême droite au pouvoir. Donc ma question, elle est double, pour finir là-dessus, puisqu'on s'était dit jusqu'à 17h30. Donc pour finir là-dessus, on est face quand même à un danger de prise de pouvoir de l'extrême droite en 2022, dès 2022. Et quelles sont, même si tu as déjà donné quelques pistes, au-delà de l'espoir, les perspectives de victoire pour le camp progressiste, pour la gauche, dans les temps à venir? Est-ce qu'il y a encore possibilité de rattraper le fait que la division, la résignation puisse être conjurée finalement? Oui, je pense qu'on est dans une perspective où l'extrême droite peut prendre le pouvoir. Il faut pas crier en disant demain les fascistes sont au pouvoir. C'est pas ça le sujet, mais il faut prendre conscience du danger politique qu'il y a, puisque il y a un projet politique d'extrême droite qui est aujourd'hui mis en place par une certaine sphère politique et médiatique. Euh, Aujourd'hui, on a quand même une offensive ultra réactionnaire sur les médias, et évidemment, celui qui l'incarne, c'est Vincent Bolloré, puisqu'on a en plus appris par Mediapart hier ou avant-hier, démenti par le groupe Bolloré apparemment, mais il faut vérifier, qu'il y aurait une tentative de rachat du Figaro par Vincent Bolloré. Et je crois que sans rentrer dans le détail du projet de Vincent Bolloré, il suffit de regarder ce qu'a été iTélé, qui est devenu CNews, et comment ça a été transformé. C'est-à-dire qu'on a créé une chaîne pour Éric Zemmour. On a créé une chaîne pour les idées d'extrême droite. On a créé une chaîne pour que ces gens-là puissent venir s'exprimer. On a des chroniqueurs, on a Elisabeth Lévy, Charlotte Dornelas, Yvan Ruffoul du Figaro qui l'autre jour à la télé s'interroge sur le fait de savoir si l'armée peut tirer sur les migrants qui sont à la frontière de la Biélorussie. Et donc cette chaîne, elle a été transformée et elle est au service d'une idéologie. Et il a fait pareil avec Européen à la rentrée, où on a eu des journalistes qui sont partis par centaines, qui ont été certains virés parce qu'ils ont fait des chroniques sur Bolloré, ils ont été remerciés le lendemain, et d'autres qui sont partis parce qu'ils ont dit nous, on ne peut pas travailler dans ce média-là. Donc il y a une offensive, et c'est aussi pour ça qu'on est en difficulté. Il y a, la contre-offensive d'extrême droite, elle passe par des médias de masse qui sont aujourd'hui ultra regardés, diffusés, rediffusés, ou quand vous allez sur les plateaux, les thèmes c'est les rodéos urbains, la police est-elle en sécurité en France, faut-il supprimer les allocations aux enfants de délinquants, enfin, c'est toujours les mêmes, c'est un peu toujours les mêmes sujets. Ça revient selon les semaines et selon, en fait, c'est le sujet du fait divers, quoi. Enfin, c'est voilà, la dernière fois j'ai eu les rodéos urbains et les Dalton, quoi. Mm. Et moi là-dessus, j'avais pas, enfin, pas dire que c'était pas bien, que voilà, c'était un peu compliqué de débattre là-dessus. Même j'ai eu un débat sur De Gaulle, on a fini par parler de Zemmour pendant 40 minutes, quoi. Donc c'est difficile, mais je crois qu'il faut pas baisser les bras. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a fait quand ils ont fait leurs universités d'été, ils ont fait un sondage avec l'IFOP, je crois. Ils ont dit, ben voilà, ils ont pris 30 mesures de leur programme qui sont majoritaires chez les gens.
Aujourd'hui, quand le Parti communiste français porte la hausse des salaires, la défense des services publics et le fait d'avoir un pôle public du médicament et de la recherche, je crois que ces sujets-là, ils sont majoritaires en fait chez les gens. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, l'augmentation du SMIC, la réforme des retraites telle que nous on l'entend, c'est-à-dire une socialisation avec des retraites décentes, plus de services publics, réouvrir des lits d'hôpitaux, mettre des maternités, réindustrialiser le pays, bien évidemment en prenant en compte la transition écologique, faire une certaine forme, pourquoi pas, de protectionnisme industriel pour que des boîtes puissent se réimplanter, c'est pas un gros mot non plus. Voilà, permettre aux agriculteurs de bien vivre, d'avoir une alimentation et de réduire les marges. Tous ces sujets-là, je vais parler de l'éducation, embaucher des profs, financer la recherche. Je pense qu'il y a, sur ces sujets-là, on peut avoir une majorité populaire qui aujourd'hui permet de gagner l'élection présidentielle pour changer les choses. Je pense que l'espoir, il est là. La difficulté, c'est qu'il faut qu'on continue. Je ne vais pas parler de ça, mais le temps de travail, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez voir les gens, que vous leur dites 32 heures, 4 heures par semaine, moi, je vois pas beaucoup de personnes qui me disent non, non, je veux travailler 40 et 6 jours par semaine. Hein, ça n'existe pas. Alors qu'on sait que ça marche. Mais il faut les porter, ces sujets, dans le débat. Et c'est la difficulté qu'on a, c'est cela, c'est de les faire émerger dans le débat et de les rendre, de faire des débats nationaux sur ces sujets. Donc j'ose espérer que l'élection présidentielle qui entre dans une phase accélérée, que les gens, en vrai, ils sont pas dans l'élection présidentielle. Aujourd'hui, il y a que nous qui sommes là-dedans, qui regardons tout ça. On sort d'une période de Covid, tout ça est très difficile. Les fêtes de fin d'année, je pense que ça va partir en janvier, en vérité, comme un peu à chaque fois. Mais je crois que c'est aussi... Et les journalistes ont une responsabilité dans ce qui va se passer dans les semaines à venir, c'est qu'il y aura des grands débats entre les candidates et les candidats. Il faut que ces débats-là, ils permettent d'avoir des débats d'idées concrets sur des propositions et que ce ne soit pas des débats où on parle immigration, sécurité, islam et laïcité. Bien sûr qu'il faut en parler et que la gauche, y compris, a des choses à dire là-dessus. Même si c'est difficile et qu'on n'est pas audible sur ce qu'on dit. Mais il faut que ce débat à l'élection présidentielle, il permette de porter des vrais sujets. Et, je crois que la primaire écolo, est-ce qu'on en pense? Pendant un mois, quand il y a eu des débats, souvent de fond, où on n'a pas parlé d'islam, on n'a pas parlé d'immigration, on a très peu parlé d'insécurité. J'ai un peu regardé en arrière les autres couvertures médiatiques. Pendant ce débat-là, on a très peu entendu parler de Zemmour, de l'extrême droite. En fait, on s'est concentré sur autre chose. Donc, j'ose espérer que ces débats-là à l'élection présidentielle, on va parler de salaire, on va parler de services publics, on va parler de quelle planète on veut livrer à nos enfants, de quelle transition écologique on construit, qu'est-ce qu'on fait pour les TPE et les PME qui sont aujourd'hui asphyxiés par les grands groupes. Tout ça, c'est des sujets qui doivent émerger. Et s'ils sont dans le débat public, je pense que les gens, ils vont se les approprier. Et il faut mener cette bataille-là, mais ça passe par du porte-à-porte, ça passe par aller discuter avec les gens, ça passe par retisser du lien avec les associations syndicales, les intellectuels dont les partis de gauche sont coupés aussi depuis quelques années. Il faut aussi dire les choses très clairement. Là-dessus, on doit retisser des liens avec le monde intellectuel et de la culture pour recréer des espaces de débat, d'enrichissement, de perspective, pour offrir du contenu aux gens et du contenu de fond et de débat. Parce que je pense qu'il y a aussi, c'est paradoxal, les gens, et je termine là-dessus, souvent, ils ne vont pas voter et ils s'abstiennent. Quand vous faites des enquêtes où vous leur demandez s'ils veulent participer aux choses, s'ils veulent être décideurs de leur avenir, s'ils veulent construire et participer aux décisions qui vont les concerner, ils vous disent que majoritairement c'est oui et qu'ils ont envie de s'investir. Et il faut faire avec les gens, il faut construire avec eux, il faut coélaborer. Parce que si on ne les met pas en mouvement, si on n'est pas avec eux, et si on n'a pas une dynamique citoyenne qui les intègre, qui fonde de ces gens-là des parties prenantes de la construction des programmes politiques, qu'ils soient locaux, départementaux, nationaux, on n'y arrivera pas. On ne fait pas à la place des gens. Il faut faire avec. Et donc ça, c'est aussi une des difficultés de la Ve République avec l'homme et la femme providentielle, enfin, tous ces sujets-là. Mais moi, je suis pas défaitiste, je suis plutôt optimiste et je pense qu'on peut gagner. Ça va pas être facile, mais il faudra tout faire pour qu'aujourd'hui ce pays, il ne retombe ni dans du macronisme autoritaire et ultralibéral qui est un danger pour des millions d'habitants de ce pays, et ni qui tombe encore moins dans les mains de l'extrême droite, ce qui serait quand même gravissime dans la France des Lumières et dans ce pays si beau qui est le nôtre. Merci Thomas pour cet entretien qui était très très enrichissant. Et Adam, peut-être le mot de la fin? Oui, alors très rapidement, il y a Stampis qui était chaud sur la fin. J'ai l'impression que Thomas, tu l'as complètement séduit avec ton discours, qui a fini quand même par demander l'abolition de la retraite, mais ils l'abolissent déjà pour nous, hein, Stampis. Il n'y a pas de problème. Non, mais il blague, il dit qu'il travaille 7 jours sur 7. Donc il fait partie de ces personnes un peu
Il disait même, ils font les règles et la plupart d'entre nous acceptons de jouer. Et oui, comme dit VALD, ce monde est cruel. Je vais terminer, on va terminer tranquillement ce stream parce que bah du coup tu es pris après Thomas, hein, mais donc merci encore merci à vous à ta participation, merci à toi Ben. Alors petite info, c'est qu'à partir de la semaine prochaine on part en tournage pour l'épisode 3 de Nous sommes en guerre. Et ouais. Et puis on fait aussi le 27 novembre, c'est ça Benoît ? Vendredi 26 novembre. Vendredi 26 novembre, on est à Saumur, troisième ville du département, à la salle Marcel Paul pour présenter nos 2 premiers épisodes de Nous sommes en guerre. Je rappelle aussi qu'un pognon de dingue est disponible sur YouTube. Stampiste, toi qui es au réseau Salariat, il y a Bernard Friot. Allez, on lâche un peu quelques instants promo gratos pour choper quelques vues. Merci beaucoup, merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis. Et puis on se dit très certainement à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. À la prochaine. Merci. Au revoir, bonne soirée.